Bon, bonjour Denis. C'est un Bonjour, ça plaisir va? de te revoir une autre matinée. Ah bah oui, bah super, super. Il y a déjà un peu de monde. On me dit que ta voix est un peu faible. Est-ce que tu serais un petit peu pris ou un petit peu Euh, malade? non, mais je vais monter un tout petit peu de mon côté dans un premier temps. Et puis, il passe où le son? Il passe sur Discord? Le son passe sur Discord, oui. Là, Bah, peut-être que normalement, tu peux. ouais. Peut-être que tu. Alors, déjà, je vais peut-être raccrocher mon micro, tu as raison. Premièrement, peut-être que tu peux me remonter le son en faisant clic droit à la volume de l'utilisateur sur Ouais, après, Discord. après moi, je t'entends déjà très bien. Mais après, je sais, oui, Ah, ok. je vais te mettre à 125 au cas où. Mais normalement, je t'entends déjà très bien. Et on te voit Et très bien surtout. je vais surtout rapprocher le micro, ça sera mieux aussi. Oui, moi c'est bon, on m'entend correctement? Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, parfaitement. Ok. Bon, Faut peut-être que je lance le stream, moi, parce que j'ai toujours pas visible. c'est toujours sur l'écran d'attente. Ouais. Bonjour Euh, Brigitte, bonjour à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. L'image a redisparu. Alors non, ça c'est ma faute je crois par contre. Oui, ça c'était ma peut-être faute. peut-être les miennes. Bonjour à tous. Donc c'est parti de mon côté aussi, je crois, si je ne me Ouais, trompe c'est pas. parfait. Alors, alors, il y a plein de questions qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la dernière fois. On avait évoqué plein de sujets, mais il y en avait tellement qu'on a beaucoup digressé sur les sujets de la semaine dernière. Du coup, bah, c'est avec plaisir qu'on peut faire ça à nouveau. Voilà. Plus, Ouais, ton deux collaborateur était secondes, venu vers moi. je vais Ouais, mettre un peu de lumière. d'accord. Du coup, pour remettre le contexte, ça s'était bien passé la semaine dernière. Du coup, des deux côtés, on s'est dit pourquoi pas remettre ça cette semaine. Donc on va pouvoir évoquer tous les autres sujets qu'on n'avait pas pu évoquer la semaine dernière. Et Dieu sait qu'avec l'actualité, il y en a quelques-uns qui sont arrivés là depuis quelques jours. Alors, est-ce que je te mets directement dans le bain ou on y va un peu doucement au Allez, réveil? vas-y, on est parti. Sanofi, Doliprane. Oui. Euh... Quelle possibilité, solution envisageable selon toi? On a entendu parler de la nationalisation sur les bandes LFI pendant la QAG du député Chloé mardi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel risque il peut y avoir sur Sanofi du coup pour la France, vu que ça reste quand même en termes de souveraineté au niveau des médicaments un gros apport Sanofi, et notamment au travers du Doliprane, parce que c'est quand même le médicament le plus utilisé par les Français, même des fois au risque de la surutilisation et de la surconsommation de ce médicament. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec Sanofi? C'est une question extrêmement importante selon moi, qui met en avant plusieurs sujets. Dans un premier temps, on est quand même plutôt pas mal bon en France pour développer de nouveaux produits. Par contre, parfois, dans le temps, on a tendance à ne pas garder l'industrialisation au sein même de nos entreprises, voire même rachetées par des entités étrangères, à savoir principalement américaines. Je fais partie d'une soixantaine de députés, je crois de mémoire, qui ont co-signé une lettre portée par mon collègue Charles Rodwell, qui visait à dire qu'il fallait qu'on garde la production de Doliprane, mais pas que, hein. Il y a, je crois, environ 90 produits différents sous le giron français, avec un actionnariat au moins en partie français, assurant que on puisse assurer la souveraineté de la production à l'échelle nationale, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir? Imaginons qu'il y a, pour le cas d'une maladie qu'on pourrait appeler le Covid, par exemple, mais Exactement. voilà, vraiment par hasard, avoir la nécessité de Doliprane de manière importante. Si l'actionnaire principal est américain et qu'il manque de Doliprane aux États-Unis, est-ce qu'ils vont dire, OK, on est d'accord quand même de laisser la production française ou les productions françaises à disposition des Français, ou est-ce qu'ils vont pas l'envoyer aux États-Unis? Bah, du moment où on se pose la question, c'est qu'il y a une question. Oui, en fait, Et je crois que donc, ça retombe par rapport à ce qui s'était passé avec les masques à l'époque du Covid, où on n'en produisait pas forcément assez chez nous au début, et c'était un vrai bazar pour réussir à les importer, que ce soit les masques ou autres d'ailleurs, même les vaccins, où ça se battait presque sur les aéroports pour récupérer les cargaisons, quoi. Enfin, on avait vu des choses aberrantes à l'époque. exactement. Et donc, si demain on souhaite s'assurer qu'en cas de crise, on puisse continuer à avoir un approvisionnement pour nos concitoyens, alors on doit garder une part non négligeable de l'entreprise en termes d'actionnariat avec des actionnaires français. Une fois que j'ai dit ça, tu vas me dire, ben, pourquoi pas nationaliser? Oui, c'est voilà, c'est exactement là où on en vient du coup, parce que quand tu dis garder une part
importante au niveau de l'actionnariat, est-ce que c'est pas presque être majoritaire au niveau de l'actionnariat? Parce que ça reste quand même l'étape avant de nationaliser, d'être majoritaire au niveau des actionnaires. C'est avant de nationaliser, Moi, on peut déjà faire ça. C'est déjà un gros coup, toujours moins que nationaliser, mais c'est déjà un gros coup. Mais comment on finance ça aussi? ah ben là, il y a un vrai sujet. Mais aujourd'hui, c'est estimé environ à 15 milliards d'euros et j'ai posé la question hier à Charles Douel, justement, on a échangé. Je lui ai dit: «Combien ça rapporte?» Il me dit: «Environ 1 milliard, 1,2 milliard potentiellement par an». Voilà, il faut accepter à un moment donné d'investir, et en ayant un retour dans les prochaines années pour équilibrer le projet. Puis aussi, à un moment donné, c'est de trouver un actionnaire différent que celui de l'État, mais un actionnaire qui soit un actionnaire français. D'accord, parce que là, il me semble, si j'ai bien compris, on est à peu près à 16% au niveau de l'actionnariat chez Sanofi. Si je me trompe pas, enfin, l'État français, il me semble. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre actionnaire français ou provenant des collectivités, parce que c'est plus provenant des collectivités ou de l'État que tu évoques, j'imagine. C'est pas les autres grandes Bah, entreprises ou les gros groupes français. ça peut être aussi d'autres gros groupes français, ça peut être aussi des actionnariats de capitalistiques français. Heu, Salariés? après, Oh. heu, des personnes, enfin des financeurs qui assurent que, demain, si la France a besoin de façon importante de Doliprane, ils puissent avoir un accès, enfin, que la production reste sur le territoire national en cas d'urgence. Après, de ce que j'ai compris, il y a quand même 2 fonds qui s'étaient positionnés. Tu as un fonds américain et tu as aussi un fonds français. Mais en vrai, quand tu creuses un peu le fonds français qui se serait positionné, derrière, c'est pas très français, hein. Je crois que c'est Oui. plutôt, des États du Golfe. Donc, à l'heure actuelle, il ne me semble pas que parmi les 2 propositions qui ont été faites pour acheter la branche, médicaments ou du moins certains médicaments de Sanofi, il y ait une proposition qui convienne. Voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, l'État doit rentrer, à l'actionnariat, pour s'assurer que demain, en cas de crise ou de pandémie, la production puisse être, rester sur le territoire national. D'accord. Parce que là, par exemple, là, je suis allé regarder au niveau des actionnaires. Bon, c'est en 2020, ça a peut-être un peu fluctué depuis. Là, je vois du coup institutionnel français 15,8, L'Oréal 9,4. Ça voudrait dire que par exemple, avec des grands groupes comme L'Oréal, l'État pourrait s'entendre pour réussir à garder la production de ce genre de produits sur son sol, sur le territoire français. Il n'y aurait pas de souci à réussir à s'entendre avec ces autres gros groupes français. Est-ce qu'ils ont les mêmes Pas de souci intérêts? à s'entendre, pas de souci à s'entendre, je ne sais pas. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Puis à un moment donné, il y aura quand même un sujet. C'est, peut-être que enfin, bon, je suis de ceux qui le pensent, un jour, il faudra peut-être avoir un fonds, financier français, qui vise à s'assurer de cette protection. Donc, il y a aujourd'hui des entités, je peux penser à la BPI ou autres, qui peuvent potentiellement, mais on devrait avoir une vraie réflexion économique sur est-ce que éventuellement une partie, de nos cotisations pour la retraite pourrait être en capitalisation et avec les sommes, de la capitalisation, assurer un investissement dans les entreprises françaises? D'accord. Oui, c'est même totalement autre chose dans la logique que de faire ça au niveau européen, parce qu'au niveau européen, il y a toujours le risque de la délocalisation dans les pays de l'Est, etc., comme on a pu voir avec des productions d'automobiles ou autres de fut un temps. Donc c'est vrai, là, vraiment quelque chose de franco-français, on va dire, dans l'idée pour le financement et l'investissement, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant, mais la question, voilà, c'est comment on finance ça? Est-ce qu'aujourd'hui, Denis, pour toi, on en a les moyens, en fait, de cette Voilà, ambition? avec une dette à 3,3, enfin avec 3 300 milliards, non, on n'a pas les moyens. Mais en Ouais. même temps, est-ce qu'on a le choix? Tout est une question de choix. À un moment donné, il faudra faire des choix économiques. Je crois qu'à un moment donné, il est préférable, de réduire certaines dépenses pour assurer que demain, s'il y a une épidémie, on ait de Doliprane en France. Oui. Oui, oui. Et tout à l'heure, tu évoqué combien? 90 produits? 92? Je je crois qu'il y en a 90, mais je peux dire des bêtises. Il faut aller regarder Ça- sur Google. C'est uniquement des produits pharmaceutiques ou ça évoque Heu, d'autres types de produits? Doliprane, 15 milliards. Bah, on va regarder sur internet ça. Ah d'accord, c'est quelque chose qu'il y avait en ligne, ok. Oui, c'est en Oh, ligne, hein. on me demande, c'est un marché de combien de milliards le Doliprane en France? C'est ou pas? Je crois que c'est une histoire de 2 ou 3 millions de boîtes, il me semble, mais j'ai pas encore une fois, j'ai pas dire des Ah bêtises. oui. Là, vous me prenez, à ou c'est genre alors attendez, je vais essayer de voir. En France, 512 millions de boîtes de paracétamol ont été vendues en 2023.
Mais c'est Attention, pas c'est le du Doliprane. paracétamol, donc Ouais, ouais, c'est ce que je dis, c'est pas le Doliprane. Regarde ça. voilà, alors là, ce que je vois sur internet, sur Les Échos, c'est 115 marques de Sanofi qui doivent rejoindre le giron. Ah oui! Et il Sanofi y a a... choisi le repreneur de sa filiale de santé grand public Orpella et de son portefeuille de plus de 100 marques, parmi elles le Doliprane, la plus connue des Français, mais pas la plus grosse. La palme revient à l'anti-allergique Allegra, une des 15 marques prioritaires qui génèrent 85% de la croissance d'Opella. D'accord. Ah, donc c'est 115 marques potentiellement qui passeraient sous giron américain. Ok. Et là, du coup, on évoquait le levier d'être majoritaire au capital. Et le levier de la nationalisation, qu'en est-il? Ben, ça Parce que coûte encore plus cher. oui, ça coûte encore plus cher, mais ça a aussi un impact différent. Est-ce que ça peut pas avoir un impact dissuasif sur l'investissement dans ce genre de domaine pharmaceutique un peu peut-être prioritaire? Ça peut pas Ça, ça, dissuader? ça peut être un aspect dissuasif, mais du moment où tu nationalises, qui gère? Oui. L'État. Et la réalité, moi je pense que l'État n'est pas toujours l'entité la plus compétente pour gérer ce genre de production. J'ai un gros lag, j'ai l'impression. Tu m'entends encore ou pas? Oui, oui, je t'entends très bien. D'accord, bah, peut-être une erreur s'est produite sur le réseau. Moi, je te vois très bien, je t'entends bien. Je crois que sur toi. Salut Val Taïwan. Et du coup, bah, je vais aller plus loin. Là, en mode, enfin plus loin dans la continuité toujours, j'ai Maski Lily qui me demande. Alors, il me parle de la loi Montebourg. Moi, c'est plutôt le décret. Est-ce que le décret Montebourg serait applicable dans ce genre de cas? De s'opposer à ce rachat par ces investisseurs américains? Parce que c'est plus ça la logique, c'est de s'opposer à un rachat. Oui, mais c'est une action de la part de l'exécutif de mémoire. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, je veux dire? Ah ben, la question, il faut la poser au ministre concerné. Mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est toujours l'équilibre entre faire peur aux investisseurs et le message qu'on fait passer. Oui. Parce qu'il me semble que j'avais vu passer hier comme quoi toutes les solutions étaient encore envisageables et que rien n'était totalement exclu non plus. Et je crois que c'est Euh, hier Antoine Armand qui avait dit ça. Exactement. Nous, on fait notre rôle de parlementaire. Notre rôle de parlementaire, c'est de voir une situation dans laquelle nous n'avons pas aujourd'hui la compétence d'action. C'est pas le parlementaire, c'est pas l'Assemblée nationale qui dit à l'État ce qu'il doit faire. L'État est là-dessus autonome dans sa manière de fonctionner. Par contre, on fait notre rôle en disant ben, nous, on n'est pas trop d'accord et on met la pression. Maintenant, D'accord. c'est à l'État de trouver une solution pour sortir de la situation. Ok. Bon, on est bien rentré dedans directement avec Sanofi, hein. Toujours sur le domaine du médical. Alors ça, c'est une question que l'ancien ministre Aurélien Rousseau a évoquée en QAG. La prise en charge de l'endométriose en France, Denis. Euh, qu'est-ce qui peut arriver dans les années à venir sous la gouvernance actuelle? Est-ce que c'est un sujet, je dirais pas prioritaire, mais est-ce que c'est un sujet qui a son poids actuellement? Euh, Parce que voilà, on sait que ça handicape énormément, énormément de femmes. Est-ce que tu sais si quelque chose peut venir sur cette thématique qui est quand même très importante et qui handicape dans le bon déroulement de la vie des personnes qui en sont victimes? Est-ce que c'est un sujet important? La réponse est bien sûr oui. Est-ce que c'est un sujet prioritaire? La réponse est oui. On entend que Drakeo sur mon stream. Alors attends, Ah, non mais c'est peut-être moi, je vais mettre mon micro. Hop, et moi, peut-être mieux comme ça. contrairement aux autres fois, je ne vois pas leur chat, enfin ton chat en même temps. Tu sais, la semaine dernière, je voyais les deux chats fusionnés. Ouais, c'est ça. Moi je l'ai pas Euh, non plus. Alors comment on fait? Streamer ensemble? On est déjà sur le streaming ensemble. Ah, est-ce qu'il n'y a pas fusionné les chats partagés? Démarrer le chat partagé. C'est peut-être ça. Les lancer normalement. Ah, Ah, le chat partagé a commencé. voilà, on Super. avait oublié de le faire, c'est ma faute. Désolé. Je t'avoue, je l'avais Non, jamais non, lancé puis non plus de mon côté. ouais. Et puis moi, j'avais pas mis le son comme il le fallait, donc autant dire que les pauvres, les personnes ne comprenaient rien. Euh,
Donc, attends, j'essaie de reprendre ta question. Oui, l'endométriose, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est un sujet, majeur? En fait, la réponse est oui. Mmh et je dirais, en fait, il y en a de nombreux sujets majeurs. Le premier ministre a parlé aussi du handicap. Enfin, voilà, il y a le son est très faible. Voilà, il y a de très, très, très nombreux sujets aujourd'hui qui sont existentiels. Ouais. Mais Alors quand est-ce que là, tu me dis que 2 secondes, s'il te c'est. plaît. Ouais. Quand tu dis que le son est très faible, Val, tu parles de mon son ou de celui de Drakeos? Vas-y, excuse-moi, tu me disais quoi? Du coup, oui, c'est important, mais est-ce que quelque chose va être fait sur le sujet? C'est aussi ça la question. Parce que savoir que ça a une importance, c'est bien, parce que c'est bien qu'il y ait une considération, une prise en considération de ce sujet. Mais la question aussi derrière, c'est j'ai Maski qui me dit est-ce qu'on n'est pas. On n'est pas censé. Non, mais du coup, ça concerne pas Denis. Mais est-ce que voilà, les arrêts de travail par rapport à l'endométriose, etc., ça a l'air d'être quelque chose qui est de plus en plus, comment dire, considéré par les médecins qui font du coup davantage d'arrêts de travail sur ce sujet parce que c'est des règles douloureuses qui font que voilà, ces personnes ne peuvent absolument pas travailler et même le déroulement de leur vie pendant cette période est extrêmement compliqué. Et est-ce que du coup le gouvernement va faire quelque chose sur le sujet là? Déjà rappeler que c'est un sujet qui a beaucoup, hem, de qui a eu sur lequel il y a eu beaucoup de débats à l'Assemblée nationale avec même une proposition de loi de mémoire, mais je peux dire des bêtises, de Oui, oui. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national. Et de ce que je sais, mais encore une fois, le truc, c'est que, il y a tellement de sujets que je suis pas spécialiste de tout, mais il y a aussi une stratégie, je crois, de mémoire nationale, de lancer sur l'endométriose. Il y a quelques années, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est en 2002 ou quelque chose comme ça. Voilà, et donc il y a un vrai travail de fond aujourd'hui qui a été lancé, mais je suis d'accord avec toi, il faut qu'on continue, à avancer. Il faut surtout que la commission des affaires sociales, c'est ça, sociales, dont c'est l'expertise, continue à avancer, main à main avec le gouvernement. Alors là, on vient de me raconter quelque chose, Denis. Est-ce que il est vrai que tu as réussi à avoir un arrêt de travail pour règles douloureuses sur Internet? J'ai Maski Lily qui me dit ça. Exactement, c'était, Waouh. le stream que j'ai lancé, mardi pour, 19 €. J'ai un arrêt, maladie jusqu'à la fin de la semaine pour, douleurs menstruelles. En mettant bien entendu mon numéro de sécurité sociale, donc il commence par un 1, qui prouve bien que je suis un C'est. homme. Oh là Heu là. et donc je suis en train de finaliser, avec, mon équipe. On va le finir aujourd'hui. Il me reste un petit mot que je voulais changer dans le courrier. On va saisir le procureur de la République. Mais c'est quelque chose d'automatique, style intelligence artificielle, ou c'est un vrai médecin qui fait ça? Avec Alors de ce que je signature crois et. de ce que j'ai lu, c'est un médecin qui est pas basé sur le territoire national. C'est ce qui est marqué quand, j'ai cliqué, sur le site. Tu retrouveras ça sur la vidéo, de mardi. Une fois que je dis ça, je pense que c'est plutôt de l'intelligence artificielle parce que j'ai fait ma demande à 19 h, ou du moins j'ai fait le paiement à 19 h. À 19 h 05, j'ai reçu, comment ça s'appelle? L'arrêt de travail. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Plutôt aberrant à devoir ça, mais c'est quand même. Et il y aurait quoi comme levier pour parer à ce genre de choses? Parce que là, en plus, tu me dis c'est basé à l'étranger potentiellement. Donc, Beh, ça veut dire aussi qu'il y a le risque quand même de fuite d'informations personnelles, confidentielles à l'étranger. C'est un vrai sujet, ça. ah ouais, Aussi. j'ai filé mon numéro, de carte vitale, hein, Ouais, bah elle est oui. là, donc potentiellement, en effet, ça peut être réutilisé. Bah, de toute façon, c'est déjà l'accès, au site, hein. Je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à faire avec les entités compétentes pour couper l'accès au site. Et puis, il y a certainement des entreprises qui peuvent être, si elles sont basées en France, hem, des personnes qui peuvent être poursuivies. Oui. D'ailleurs, c'est une bonne question. Je sais pas où est basé le site. Ah, je trouve ça incroyable, là, par contre. Des arrêts maladie par intelligence artificielle, c'est quand même. Alors, intelligence artificielle, c'est ma lecture, attention, hein, je peux pas aujourd'hui faire avoir ce type d'affirmation. Oui. En l'espace d'une minute, 2 minutes, c'est ça? Quelque chose comme ça? Comment? Ça a été fait en quoi? L'espace de 2 minutes? L'envoi et la Ouais, réception du 2-3 mail? minutes, quoi.
Oui, de Alors, 3 minutes. attention, mmh, attention, DS co-repos et pourquoi on n'aurait pas le droit d'être un 1 avec des règles? On est en 2024 ou pas? Attention. Oui, mais là, je suis d'accord avec ce que tu dis, de DS co-repos. Mais je te rappelle que c'est ton sexe à la naissance qui est un Et 1 oui, ou 2 et qu'après, si tu souhaites pour des raisons qui te sont personnelles, de changer de genre, alors je suis pas un grand spécialiste là-dessus, ça n'a aucun impact sur sur la ton carte numéro de vitale. sécurité sociale. Voilà. Ouais. Et donc, du moment où tu as un sur ta carte vitale, c'est que tu es né homme. Donc, sauf à me dire que quand tu nais homme, tu peux avoir des douleurs menstruelles, je ne crois pas. Mais encore une fois, j'ai peur de dire des bêtises parce que là-dessus, je suis pas très compétent, mais c'est impossible. C'est Oui. Bah, médicalement impossible. techniquement parlant, tu peux pas avoir de règles en étant né homme à la naissance. Même si tu fais une transition de genre complète. C'est compliqué. Enfin, nous voici tous Voilà, réunis. c'est exactement ça. Merci Vous m'avez Chicanis manqué. pour le 5e mois de sub. Salut à toi. Oui, t'as peut-être entendu, je sais pas si t'as entendu ou pas l'alerte sub. Non? Non, rien du tout. Ah, c'est Valérie Pécresse qui dit enfin nous sommes tous réunis, vous m'avez manqué. Le fameux vous m'avez manqué. Et d'ailleurs, c'est ton patron, le premier sub au niveau de l'alerte. C'est Vive la République, vive la France. En 2017. Et d'ailleurs, ben voilà, c'est parfait. Le rebond parfait. 2010, 2027, Denis. Plutôt Philippe, Attal ou Darmanin? Ah, bah oui. Tu me poses la question de En ce qui va se passer 2024. en 2027, en 2024. Je sais même pas ce que je vais faire dans Alors, quelques mois et tu me poses la question de ce que je vais faire, en 2027. aujourd'hui, Hem, alors je vais la proposer autrement. Aujourd'hui, Denis, entre ces trois personnalités, c'est-à-dire ton président de groupe, un député, député comme toi, et l'ancien Premier ministre, duquel te sens-tu le plus proche aujourd'hui? Ah, je la reformule comme ça non mais plutôt. moi je vais faire une réponse qui est d'une analyse à l'inverse. Y a-t-il un monde dans lequel en 2027 on peut avoir un second tour où le choix est 1 Marine Le Pen, 2 Jean-Luc Mélenchon? On n'a pas été loin la dernière fois déjà. La réponse est oui. Il y a un monde, réel parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon sera candidat, où Oui. on a cette possibilité au second tour qui est, pour moi, une possibilité catastrophique pour la nation. Et d'un point de vue personnel, une situation qui me conviendrait pas du tout. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'appelle toutes les personnes du centre gauche, du centre ou de la droite à se mettre autour d'une table, un jour, 2 jours, 3 mois, 6 mois s'il le faut, et à s'arranger pour qu'il y ait un seul et unique candidat. Je ne crois pas personnellement à la capacité qu'on aura à trouver une solution par, un process de type, primaire ou autre. Là, tu me dis du centre-gauche à la droite, tu inclus donc les républicains dans ce potentiel processus? Oui. D'accord. Alors je sais que beaucoup ont, des aspirations individuelles en pensant qu'ils vont pouvoir gagner les élections présidentielles et je On les pense encourage. évidemment à Xavier Bertrand. Ce n'est pas le seul, Oui. Mais il a bientôt il dit va qu'il y était avoir plus candidat de déjà. ouais, bientôt il va y avoir plus de candidats aux présidentielles chez les LR que de membres des LR, tu vois? Oh, c'est facile, mais Hem, je te contredis pas sur le coup. non, C'est pas mais de la réalité, contredire c'est là. qu'ils sont tous dans une mission, personnelle pour être président de la République. Mais en fait, avant tout et pour tout, c'est la nation dont on parle, c'est la France. Et moi, je pense que demain, si c'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est, une conséquence très négative pour la France. Donc une fois qu'on a vu qu'il y avait ce risque-là, il faut que les gens qui soient des gens, républicains dans le sens de défense des valeurs de la République, des personnes qui défendent la démocratie, se mettre d'accord. Maintenant, Mais, une fois que j'ai dit ça, mais là, Denis, du coup, qui sera ce qu'à se mettre d'accord, je ne sais pas. je reviendrai juste sur ça là-dessus, mais là, je saute sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler du RN et de LFI, du coup, tu fais un peu une équivalence entre les deux. Enfin, tu t'en caches pas, tu l'as déjà dit, dans le sens que pour toi, c'est un peu les plus extrêmes de chaque côté. Mais
pourquoi tu tu qualifies ou tu considères LFI comme étant d'extrême gauche, mais pas le PCF? Ça, c'est une question de Maskili. Pourtant, quand on regarde les programmes, LFI est plus à droite que le PCF. Tu trouves pas qu'il y a une faille logique? Je laisse Maski maître de ses propos sur la gauche et la droite. Et bonsoir Telly. Euh, la question, elle est même pas tant sur comment dire. Pourquoi alors déjà, la France insoumise n'est pas qualifiée d'extrême gauche hein, Non. par Et- rapport aux critères qui sont définis, même si moi je les mets d'extrême gauche. C'est une opinion personnelle, mais aujourd'hui, voilà, le Rassemblement national est d'extrême droite, la France insoumise n'est pas extrême gauche. Quelle est la différence que j'ai entre le Parti communiste et la France insoumise? Je dis bonsoir. Bonjour, Teddy. Oui, bienvenue. Et je vais encore avoir une sacrée grande journée. Euh, la réalité, c'est que le PCF partage quelques points avec eux, par exemple sur l'énergie nucléaire, mais il y a beaucoup plus de différences qu'il n'y a de points communs entre ma vision de la société et la vision de la société portée par le Parti communiste français. Néanmoins, je trouve que le Parti communiste, demain, s'il arrive aux responsabilités, acceptera à la suite, il perd une élection, de quitter la responsabilité qui est la sienne. Je ne suis pas persuadé réellement que la France insoumise En ait la soit même capable. approche. Hein, Et, clairement. Et la France insoumise, en plus, a des propos depuis plusieurs années qui ont vocation à flatter une partie de l'électorat qui est, selon moi, très loin des valeurs de la République qui sont égalité, laïcité. d'accord. Mais quand tu parles du PCF, tu parles duquel de Là, PCF? tu vois, il y a Harpelune qui le dit, il y a un des deux partis qui respecte les institutions. Hmm. Voilà, Mais et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'après il y a Shoot One qui dit les critères de M. Guilla pour définir l'extrême gauche ne sont pas très clairs. Voilà, mais en fait aujourd'hui la France insoumise est de gauche, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le c'est Conseil d'État. le Conseil d'État, donc voilà, la France insoumise est de gauche. Moi je le considère d'extrême gauche parce que je trouve que dans son positionnement il ne partage pas, il ne défend pas les valeurs de la République et qu'il ne respecte pas les institutions. C'est un choix personnel que j'assume. Mais quand tu me dis que le Parti communiste serait davantage capable potentiellement de faire ce travail d'ouverture et à être élu, est-ce que tu penses au Parti communiste de Fabien Roussel ou au Parti communiste de Elsa Faucillon, qui est un parti communiste qui ne vote pas pour Léon Desfontaines aux européennes, par exemple? Elle l'a dit hier sur les J-Stream dans l'émission avec Hugo. Euh, Est-ce que tout le monde au Parti communiste serait prêt à faire ce travail, ou est-ce qu'il n'y a pas une partie de ce parti justement qui est en train de faire peut-être un glissement sur la logique LFI peut-être? C'est ce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup vu hier. Hier, en fait, après ce passage, j'ai vu passer ça. Rousseau est un peu la LFI des écologistes, autant que Elsa Faucillon est un peu la LFI des communistes. Mais c'est vrai, et je dis ça pourquoi? Parce qu'on sait qu'au sein des communistes, il y a quand même une fracture un peu entre deux courants, le courant Roussel et un courant plus à gauche. Je sais que tu n'as pas forcément la réponse à cette question parce que tu n'es pas au Parti communiste français, Denis. mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, en fait, en fonction du positionnement et de la personne qui dirigerait le parti, ce que tu dis peut s'avérer vrai comme faux. C'est comme au sein du PS, là on a Olivier Roussel, on a Olivier Faure. Si on avait quelqu'un d'autre de plus ouvert au travail avec le centre, qui sait, peut-être qu'il y aurait eu un Bernard Cazeneuve il y a quelques semaines. Peut-être. Sur ta question, et tu l'as dit aussi, je ne suis pas le plus grand des spécialistes des différents courants qui peuvent être au sein même du Parti communiste français. Et sauf erreur de ma part, aujourd'hui, la personne qui dirige le Parti communiste français est Fabien Roussel. Est-ce qu'encore une fois, je partage les visions du Parti communiste dans sa globalité? La réponse est non. Sinon, je serais au Parti communiste français et je ne serais pas chez Renaissance. Mais est-ce que je considère que les valeurs qu'ils portent et les idées qu'ils ont peuvent être à un moment donné en adéquation avec les valeurs de la République? Je le pense.
Si demain il y avait un nouveau dirigeant au Parti communiste français avec une position différente, alors je verrais si mon propos serait encore toujours d'actualité. D'accord. Hmm. D'accord. Et du coup, je reviens sur la question de tout à l'heure, on parlait du centre. Et Denisy, en 2027, Renaissance venait à s'effacer, qu'il n'y avait plus de parti du centre à proprement parler, ou qu'il se diluait dans les partis de centre-gauche, centre-droit, enfin PS, LR. Est-ce que toi, tu devrais continuer à faire de la politique, ou c'est vraiment à Renaissance et à ce qui est promu par Renaissance au travers de ça, que tu te vois continuer à faire de la politique? Grosso modo, est-ce que si Renaissance venait à disparaître, tu te verrais continuer la politique, ou tu pourrais partir ailleurs pour continuer parce que tu as envie de te battre sur certaines thématiques? Déjà rappeler que Je sais, tu n'es pas mon politicien de métier, c'est combat, pour ça que je dis ça. voilà, c'est même pas sans déjà rappeler que mon combat, il est sur des valeurs d'une part et sur aussi et c'est peut-être pas forcément non plus le meilleur moteur, mais c'est un de mes moteurs. Le combat contre les idées portées par ce que moi je qualifie l'extrême gauche, hein, la France insoumise, et qui qualifie l'extrême droite, parce que même si on est en train de dire que le Rassemblement n'est pas d'extrême droite et que finalement c'est un parti comme les autres, voilà, je me battrai toujours contre ces deux groupes politiques, ces deux entités politiques qui ne partagent pas, selon moi, les valeurs de la République et qui opposent les Français. Les personnes qui gagnent un peu d'argent par rapport aux personnes qui en gagnent moins, ou les personnes issues de l'immigration, ou personnes qui sont français d'eux. Je vous laisse continuer le terme parce que je ne refuse de le dire. Une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui je suis chez Renaissance, mais en fait, la question n'est pas dans quel parti tu es, la question c'est quelles sont les valeurs, la vision que tu as de la société. Et si aujourd'hui c'est Renaissance, demain c'est rien du tout, et après-demain ça s'appelle le centre en France ou je ne sais pas quoi, euh, ben en fait l'étiquette n'est pas important. L'essentiel c'est le contenant, c'est les idées que je porte. Donc je continuerai toujours, quoi qu'il se passe, à défendre les valeurs qui sont les miennes en politique. Maintenant, clairement, là-dessus, un jour, j'arrêterai de faire de la politique. La politique, c'est pas ma vie, et je laisserai la place aux plus jeunes. Et si le RN est élu en 2027, accepteras-tu de travailler avec eux si le programme a du sens? Ben non, non, non. DS Corée POS, DSK, non, non. Moi, je ne travaillerai pas avec le Rassemblement national. Point. Et du coup, Denis, je vais continuer sur cette question. Si en 2027, le RN venait à gagner les élections présidentielles, est-ce que tu partirais au combat aux législatives pour Bah, je ne sais essayer de... pas. Est-ce que Je ne sais pas, mais tu te je serai au verrais combat te contre eux. battre? Ouais, d'une certaine Je- façon ou d'une autre. D'une certaine façon ou d'une autre, je serai en combat contre eux. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité à ce que je sois à dire bah, ah, le Rassemblement national arrive, ok, pas de souci, c'est pas de problème. Non, je suis incapable, par rapport aux valeurs qui m'habitent, à fuir un combat, surtout un combat comme celui-ci. Donc si le RN gagne la présidentielle en 2027, il y a de fortes chances qu'on te voit candidater à ta réélection pour aller les combattre à l'Assemblée nationale. C'est une vraie possibilité. Parce qu'en soi, Alors, qui a le plus de chances de gagner une élection en étant le candidat du centre gauche et du centre droit que le candidat sortant? déjà, je vais faire une remarque très politicienne qui pourrait me permettre de m'esquiver de cette Oui, question-là mais je vois avec ça, oui. facilité. Pourquoi veux-tu que je sois candidat en 2027 alors que je suis élu jusqu'en 2029? Oh, oh oui. C'était... Ah oui. J'aurais dû te Ben poser une oui. question différemment, même. J'aurais dû te dire, est-ce que tu seras peut-être candidat à ta succession l'année prochaine, en fait? J'aurais dû même te demander ça. Ah ben moi, je suis aujourd'hui député depuis jusqu'en 2029. Donc toutes Ah les oui, c'est élections vrai. avant 2029 ne me regardent pas. C'est la capacité qu'a le président de la République, de par la Constitution, de choisir, s'il le souhaite, à partir de juin 2025, à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais les prochaines élections en tant que député sont en juin 2029.
Belle esquive. Je vais te laisser là-dessus. Je pense que je vais te laisser tranquille sur ce sujet, même si je pourrais rebondir en te disant à la prochaine élection Non, mais tu législative, peux. seras-tu candidat? Bah, Dans ce alors cas-là, là, ça. justement, tu ne catégorises pas de façon avec une date, donc je peux plus utiliser cet Eh argument. oui, c'est pour euh, ça. et en fait, le vrai sujet, c'est pas de savoir s'il va y avoir une dissolution, c'est de savoir quand il y aura une dissolution. Oui. Au plus tôt, elle sera en juin 2025. Au plus tard, elle sera après les élections présidentielles de 2027. Je crois que c'est ça si on fait de la politique. Mais oui, du coup, c'est forcément ça. S'il y a dissolution juin 2025, l'élection prend lieu fin juin, début juillet, c'est ça dans l'idée? Parce que c'est Vas-y, 2 répète la semaines. question, s'il te plaît, j'ai pas C'est écouté, c'est excuse-moi. pas de souci. S'il y a la dissolution en juin, il faut 2 semaines, 3 semaines, il me semble, donc ça serait fin juin, début juillet au plus tôt qu'on pourrait commencer à voter pour de nouvelles législatives anticipées. C'est entre 20 et 40 jours à la suite de Ouais, la dissolution pour le premier tour. d'accord. Sur, je crois qu'il y avait une question, je sais plus où j'ai vu ça là. On parle j'ai lu que voilà. Bonjour, peut-on faire un bilan du macronisme, montée de l'extrême droite, montée des radicalités, soutien à tous les projets écocides, aucune planification écologique, bilan du budget catastrophique, service public en berne, etc., etc., etc. Ah, c'est vers Merci, de terre, ouais. ouais, merci Vers de Terre pour ton propos en pleine nuance. Et je te remercie aussi, comme je suis un peu taquin ce matin, de pointer que Emmanuel Macron est aussi président en Autriche, qu'il est aussi président en Allemagne, qu'il est aussi président dans de très nombreux pays européens et qu'il est même président en Argentine et aux États-Unis. Voilà, je te remercie de pointer que Emmanuel Macron a permis la montée de l'extrême droite dans tous les autres pays démocratiques. Voilà. Une fois que tu fais cette remarque qui pointe vraiment le fait qu'il faut, à mon avis, avoir beaucoup plus de recul, est-ce que toi, tu es satisfait du bilan du macronisme? J'ai l'impression, au travers de la lecture que j'ai de ton propos, que la réponse est non. Voilà. Est-ce que aujourd'hui Emmanuel Macron est en responsabilité sur la montée de l'extrême droite? Je viens de l'exprimer, la montée de droite est partout. Donc la réponse est peut-être qu'on a une partie de responsabilité, mais que la dynamique est beaucoup plus large qu'à l'échelle nationale. Montée de la radicalité, même réponse. Soutien sur des projets écocides. Si toi, tu considères que mettre du train, c'est écocide, alors tu es du même niveau que certains de la France Insoumise qui expliquent qu'il faut plus s'investir dans le rail et qui, dès qu'il faut, ou Europe Écologie Les Verts, et dès qu'il faut investir, ne veulent plus le faire. En fait, il faut investir dans les rails, mais il faut surtout pas mettre d'argent. Donc là, je ne le comprends pas. J'avais eu un propos en commission des affaires européennes il y a quelques mois là-dessus. Aucune planification écologique, billet du budget catastrophique, service public en berne. Service public en berne, est-ce qu'aujourd'hui la réponse service public est au haut niveau? La réponse est non. Est-ce qu'on a injecté beaucoup d'argent dans le service public? La réponse est oui. Et on devra avoir une réflexion sur le fait que l'argent qu'on injecte dans le service public n'a pas forcément de résultats souhaités. Voilà, donc une réponse rapide. Ça a été incisif. Mais oui, bon, je sais, qu'est-ce que j'allais dire? What the Euh, fuck, la ligne grande vitesse est complètement stupide écologiquement. Est-ce qu'on parle bien de la ligne entre Lyon et Turin? Tu préfères qu'on prenne des camions pour traverser les Alpes? C'est Alors, peut-être ton choix. je pense que ce qui est plus évoqué en ce moment, ça va plus être la Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Mais après, je tiens à rappeler dans le chat que la partie de la LGV Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax faisait partie du projet initial lorsque la LGV Bordeaux-Paris a été construite, au titre que la LGV Bordeaux-Paris a été financée par un ensemble de collectivités dont fait partie la ville de Toulouse. C'est-à-dire que la ville de Toulouse avait payé pour la LGV Bordeaux-Paris parce que à terme elle devait faire aussi Bordeaux-Toulouse. Donc au final, en remettant en cause ça, il faut aussi remettre en cause la question de la LGV Bordeaux-Paris. Si on va au bout de la logique, les amis dans le chat, or, il me semble ne pas voir le maire de Bordeaux se plaindre de la LGV Bordeaux-Paris, mais davantage de la Bordeaux-Toulouse parce qu'il en tire moins de bénéfices. On va pas se mentir, c'est de la politique, il y a de la politique politicienne sur certains sujets, c'est vrai. Pour le report modal, par contre, Vers de Terre, il est vrai que, je te l'accorde, il y a eu des études qui ont été faites, hein, sur le Bordeaux-Paris, c'est pas pour autant qu'il y a moins de camions sur les autoroutes. C'est vrai. Non, non, je pense que Vers de Terre, il parle sur le Lyon-Turin. Ah, sur le Lyon-Turin, d'accord.
Mais juste j'ai vu un truc qui m'a fait sourire, je sais pas si tu l'avais vu, de Stioffan, spoiler Denis, tu devras aller tracter au marché de Cholet sous la pluie en juin prochain. Il pleut pas à Cholet. Il pleut pas, il fait toujours soleil. Quand je tracte, il pleut jamais. Mais non, en vrai, la question de la LGV, c'est une vraie question. Mais pareil, là, on parle d'un projet qui a été validé par les collectivités de l'époque au lancement du projet, qui est globalement souhaité parce qu'il y a un vrai désenclavement de Toulouse. Je vous rappelle que Toulouse, quatrième ville de France, c'est aujourd'hui la seule, en termes démographiques, hein. Toulouse, aujourd'hui, est la seule ville qui n'a pas de LGV. Marseille a sa LGV, Lyon a sa LGV, Bordeaux a sa LGV, Paris, forcément, Lille. On va pas se mentir, Toulouse est extrêmement isolée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser Toulouse isolée comme ça? Bah, je pense pas. Et il y a une logique avec cette LGV qui est pensée depuis quand même plusieurs décennies. Oui, je suis un défenseur du fret, du train. Pour y avoir bossé pendant des années, je suis un peu défenseur sur le sujet. Désolé, Denis, d'avoir un peu pris Non, la mais parole. en fait, ce qui est bien, c'est que tu défends le bilan macroniste sans que j'aie à le faire. Donc, là, continue, non, hein, non, prends ta demi-heure si tu veux. Hein. Je te dirai pas ça. Non, non, Denis. La LGV, ça date pas du macronisme. La LGV Paris-Bordeaux, ça date de bien avant quand même, on va pas se mentir. Alors là, tu vois, je vais faire ma petite remarque un peu punchy. Ah oui, des projets, il y en avait eu beaucoup avant qu'on arrive aux responsabilités, des financements beaucoup moins. Et la réalité, parce que j'entends une remarque sur notre bilan écologique, vous avez dû voir, l'année dernière, on a baissé pratiquement de 6% les émissions de gaz à effet de serre en France. On a injecté des milliards d'euros pour les lignes de train, qu'elles soient d'ailleurs du quotidien ou des lignes à grande vitesse. Et ça faisait très très longtemps que ce type d'investissement n'avait pas été fait. Après, là, Denis, juste, je suis taquin. La LGV Paris-Bordeaux, sa mise en service a été faite en 2017. Je pense pas que Macron, en arrivant dans l'année 2017, ait fait que la LGV soit partie. Je suis taquin. Sur ce point, je suis d'accord, et c'est le même cas aussi sur la ligne qui allait jusqu'en Bretagne. C'est des projets qui avaient été lancés avant. Néanmoins, par exemple, sur mon territoire, il va y avoir une petite ligne qui c'est la ligne entre Cholet et les Herbiers, qui va être financée à moitié par l'État. D'accord. Et le reste Et des l'autre collectivités, j'imagine. et l'autre moitié par la région, Oui. qui n'est pas d'ailleurs de mon bord politique, hein, qui est plutôt à droite, et que je tiens à remercier ici sur le soutien que la région a eu sur ce projet-là. Il me semble par contre que sur le sujet de la LGV en Occitanie, là on peut dire, parce que ça a été conclu, la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan, enfin là pour l'instant ça sera Montpellier-Narbonne, mais là ça a été conclu sous la période de mandature d'Emmanuel Macron. J'ai pas trop suivi s'il y avait vraiment eu un grand rôle de l'État sur le sujet, bon forcément parce qu'il y a les financements, mais je sais que c'est une question qui se pose depuis des années, hein. Mais là, par contre, oui, ça a été fait. Le grand projet ferroviaire sud-ouest, il a commencé là. Cette partie-là, du moins, sur la partie Montpellier-Toulouse, a commencé à être conclu sous le bilan macroniste. Après, est-ce que c'est pour autant qu'on peut lui accorder que c'est le bilan du macronisme? Pas forcément, parce que c'est toujours des négociations qui prennent des années, voire des décennies. Donc c'est un travail sur le très long terme. Mais c'est vrai qu'il y a une question. Et c'est compliqué à voir parce qu'en fait, la plupart des financements de ces lignes-là, elles ne sont pas faits à l'échelle nationale, elles sont plutôt faits à l'échelle régionale et au travers de ce qu'on appelle les CPR, les contrats plan État-région, qui visent à négocier et à financer souvent à 1 euro pour l'État, 1 euro pour la région, le développement de la mobilité sur les territoires. Donc en fait, il faudrait aller voir chaque CPER de chacune des régions pour savoir ce qu'il en est. Autant je connais le CPER de la région des Pays de la Loire, autant je ne connais pas les CPER de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et du coup, en étant sur le train, je vais presque te prendre en otage en te posant une question et en te demandant si tu accepterais de poser une question au gouvernement sur le sujet. Une question écrite, du moins. Le sujet des caméras piétons. Alors, pour aller plus loin, les caméras piétons, pour le chat, j'explique, c'est une expérimentation qui avait été lancée au sein de la RATP et de la SNCF. C'est des caméras qui sont portées par les agents pour leur mise en sécurité, pour enregistrer s'il y a des problèmes ou autre chose. Voilà, c'est quelque chose qui est en utilisation et en essai depuis quelques années. Et Denis, la problématique, c'est qu'avec la dissolution, ces caméras piétons, l'expérimentation devait se conclure devait se faire sur le long terme et donc ça devait être adopté. Sauf que la dissolution a fait que du coup, il n'y a pas eu de vote sur le sujet. Donc de principe, ces caméras piétons, l'utilisation en a été
interdite parce que il y a plus de texte sur le sujet. C'est-à-dire que la SNCF comme la RATP ont investi des milliers voire plus pour acheter les caméras piétons pour leurs agents. Et on a appris là mi-septembre, moi j'étais dans les cas parce qu'en septembre j'y travaillais encore. Les agents ont appris comme quoi ils avaient interdiction maintenant de porter leur caméra piéton parce qu'il n'y avait plus de texte sur le sujet qui permettait l'expérimentation ou autre. Or, il y a des études qui ont été montrées comme quoi plus de 92% des agents souhaitent pouvoir utiliser ces caméras piétons. Ça avait permis de prévenir de nombreuses problématiques. Et du coup, Denis, bon, ça c'est très technique, donc c'est pour ça que j'imagine que tu n'auras pas de réponse sur le sujet. Mais est-ce que tu penses que sur le sujet, il y a quelque chose à faire en termes de questions écrites pour faire en sorte potentiellement qu'il y ait un vote sur le sujet, parce qu'il devait y en avoir un prévu qui a été interrompu par la dissolution, et c'est quand même un sujet, on va dire, de sécurité autant pour les usagers que les agents, ce sujet des caméras piétons. Tu l'as dit et je le partage, j'ai pas l'expertise nécessaire pour te faire une réponse tout de suite maintenant. Bien sûr. C'est une thématique sur laquelle je n'ai pas travaillé lors de la précédente législature. Donc, ce que je peux te proposer, si tu en es d'accord, c'est de voir avec mes équipes. Là, on va faire un petit point sur ton sujet et voir si on peut pousser une question écrite. Ouais. Mais là, tout de suite maintenant, je ne peux pas te garantir de la déposer. Euh, c'est Je quoi tes me jobs disais déjà? que C'est c'était quel sujet? l'occasion de t'en parler et Ah, mais, d'essayer mais voilà. c'est bien d'en parler, mais voilà, il faut vraiment que j'avance sur le sujet. Juste pour réagir donc, je te propose ça si tu en es d'accord. Ouais, bah avec plaisir, super. J'enverrai Juste ça. pour agir au propos de Vers de Terre, votre bilan éco est plus vert que vert. Non, il est jamais parfait. Moi, j'ai la faiblesse de penser que ce qu'on fait n'est jamais parfait, mais il est jamais aussi si nul que ça. Et il faut avoir un peu de nuance. Et je remarque que quand on se compare à ce qui était fait par nos amis l'écologiste lorsqu'ils étaient au gouvernement de François Hollande, nos performances sont meilleures que celles des écologistes lorsqu'ils étaient aux responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, il y a Telly qui parle du coût du train. Le train est cher, Oui. c'est une réalité. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, il est quand même massivement subventionné pour que les billets soient à un tarif qui soit acceptable. Quand vous prenez un billet de train, vous ne payez jamais le tarif réel. Je rappelle que chacun et chacune des personnes sur le chat payent à peu près 200 € par an d'imposition pour justement permettre d'avoir des billets de train moins chers que leur coût réel. Et je rappelle aussi qu'au travers du programme 198, il y a environ 4,2 milliards d'euros cette année qui seront budgétés pour mettre à jour ou mettre à niveau le régime des retraites de la RATP et de la SNCF. Et que j'ai donc prévu de déposer un amendement pour réduire cette enveloppe-là de 20%. Oui, c'est vrai, toi, Denis, on en avait parlé la dernière fois. Sur le sujet des retraites RATP SNCF, tu le disais toi-même, hein, que c'était, tu trouvais globalement pas normal, mais que dans une logique on peut dire d'égalité sur le sujet, comme quoi ils partent beaucoup trop tôt dans l'idée. C'est un peu ce que tu avais évoqué ça la dernière fois. Pour certains, en tout cas, pas pour tous. Et c'est vrai que Telly, tu abordes le sujet du coût du train qui est ben voilà, 440 € en vacances scolaires contre 250 en voiture aller-retour. C'est un sujet. Et il faut travailler parce qu'en fait, et c'est normal, toi tu vas prendre ta voiture parce que ça te coûte moins cher. Donc on doit avoir un travail pour te permettre demain de prendre d'avoir des mobilités décarbonées qui sont moins chères que des mobilités carbonées. C'est d'ailleurs ce qui avait été poussé à l'époque, je rappelle, en 2017 et 2018, l'augmentation du prix du carburant. Et je pense que c'était aussi une mauvaise réponse parce que ça ne permet pas aux personnes qui n'ont pas accès au train, du moins ça a un gros impact sur les personnes qui n'ont pas accès aux mobilités collectives et décarbonées, principalement les territoires ruraux. Donc le sujet est très compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on travaille, qu'on trouve des solutions pour que demain, quand une mobilité décarbonée existe, elle soit moins chère qu'une mobilité carbonée. Oui, voilà, c'est ce que tu disais, DSK, là, il rebondissait sur ce que tu disais. L'avion est moins cher et pollue plus, aucune logique. C'est vrai que là, il y a cette problématique pour l'instant, aujourd'hui. Moi, je vais prendre l'exemple, Denis, d'un Perpignan-Paris, parce qu'actuellement, j'ai à Perpignan. Tant en termes de temps qu'en termes de coût, l'avion paraît plus acceptable. Bah, il faut qu'on continue à travailler, mais je ne sais pas si vous avez regardé les questions au gouvernement hier, il me semble, mais j'ai un collègue ultramarin qui a abordé le sujet de Oui. l'augmentation éventuellement du coût de la mobilité par avion par un amendement qui pourrait être déposé au niveau du gouvernement.
d'un côté, moi personnellement, je suis pas trop bloqué à l'augmentation des taxes sur la mobilité carbonée, à la seule et unique condition que les sommes récupérées soient transférées aux personnes pour qu'ils puissent avoir de la mobilité décarbonée et non pas pour équilibrer le budget de l'État. Et malheureusement, souvent, lorsqu'on augmente une taxe carbone, ce n'est pas pour permettre aux personnes de ma ruralité d'avoir une mobilité décarbonée plus accessible. Et tu vois, Denis, j'irai encore plus loin parce qu'il me semble que c'était la semaine dernière. J'avais vu un député, il me semble que c'était un député GTR, poser une question par rapport au ferroviaire. Apparemment, dans certaines outre-mer, ils payent une sorte de taxe pour la mobilité décarbonée ou taxe ferroviaire, sauf qu'ils n'ont pas de ferroviaire chez eux. Et en fait, ça finance Oui, au niveau de la métropole, mais chez eux, ils n'en ont pas. Est-ce que il n'y a pas une vraie question aussi sur ce sujet parce que au final, ils payent d'une certaine façon un service auquel ils n'ont pas droit sur leur territoire. j'entends l'argument et il est tout à fait entendable et même légitime de le poser. Mais je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, sur ce type de sujet, avoir une vision beaucoup plus globale. Il faut savoir que, comme tu le sais, il y a des dotations qui sont versées aux collectivités et que ces dotations, elles ne sont pas homogènes en fonction des territoires. Et en fait, en gros des dotations, on peut transformer ces dotations en euros par habitant. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a certains territoires de la République qui ont des dotations plus importantes que d'autres territoires, pour des raisons tout à fait logiques, parce qu'elles sont plus en difficulté, parce qu'elles sont plus éloignées de Paris, parce qu'éventuellement, ça peut être la Réunion, comme on en parle, mais voilà, il y a une réalité aujourd'hui, les dotations pour les territoires ultramarins sont plus importantes que pour ma région. Et donc, en gros, c'est vrai qu'il y a donc des personnes chez moi qui participent financièrement à la vie commune de la nation et qui n'ont pas le retour. Et je dirais que quelque part, c'est ça la France aussi, c'est qu'à un moment donné, on met tous au pot commun et après on redistribue. Oui. Et je comprends totalement l'argument. Et pas, là, de toute façon, bah, c'est comme ça que fonctionnent les impôts de manière générale. Aussi, il y a des impôts pour, de manière globale, pour être réinvestis dans l'État de manière la plus optimale possible ou là où il y a le plus de besoins. Donc, c'est sur la même logique au final. C'est juste que voilà, le fait qu'il y ait un- une sorte de taxe ou d'imposition spéciale sur le sujet dans les Outre-mer alors qu'ils n'en bénéficient pas, c'est juste ça qui pouvait interroger vraiment sur l'idée. Euh, Après, là, je reviens juste à Pisto qui vient de poser une question. Euh, Denis, est-ce que tu sais quel est l'impact des grèves de la SNCF chaque année sur le bilan comptable? Est-ce qu'il est important ou pas? Alors, Je ne sais pas répondre. d'accord. Bon, il vaut mieux ne pas savoir répondre que répondre quelque chose de faux. Donc, au moins, voilà, c'est c'est fait. Non, Euh, je ne sais pas répondre. Et est-ce qu'il y a plus de grèves à la SNCF que dans d'autres entreprises? Tout pareil, je ne sais pas répondre. Ça mériterait de creuser le sujet. D'ailleurs, je nuancerai que cette année, il y a eu beaucoup moins de grèves pour une bonne raison. C'est que cette année, il y a eu les Jeux Olympiques. Et alors, moi, je vous le dis parce que j'en ai bénéficié. Pendant les Jeux Olympiques, les agents SNCF avaient droit à une prime parce qu'ils faisaient des trains pendant les Jeux Olympiques. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que contrôleur SNCF cette année, cet été, voilà, je suis totalement transparent, moi, il n'y a pas de souci avec ça. En tant que contrôleur SNCF, par jour de travail, si je faisais un train qui était à destination d'une ville accueillant des épreuves de Jeux Olympiques ce jour-là, sur chaque journée, j'avais une prime de 95 euros brut qu'on pouvait toucher 20 fois sur toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà. Donc forcément, c'était très incitatif pour les agents de venir travailler, de pas forcément faire grève, puis il y avait des accords, etc. En amont des Jeux Olympiques, on va dire que la SNCF et Farandou a lâché de l'argent parce qu'ils voulaient que la SNCF ait une belle image pendant ces Jeux. Et bon, on va dire que ça a été un succès vu qu'il n'y a pas eu de grève pendant les Jeux. Et je sais, je vois ce que vous marquez, prime pour faire son travail, etc. Prime pour travailler, oui. Mais quand il y a une situation de quasi-monopole sur les trains, c'est des fois ce qui peut arriver parce que du coup, euh, bah, s'il y avait grève, il n'y avait plus de train. Et s'il n'y a pas de train, ben, les gens ne peuvent pas aller voir les épreuves ou les athlètes ne peuvent pas se rendre de leur ville d'entraînement à leur ville d'épreuve. Donc je pense que des fois, ils n'avaient pas forcément le choix sur le sujet de niche. Je sais pas ce que t'en penses, Ah mais ben, là-dessus, tu vois, autant je peux être parfois critique, autant sur ce point-là, il me semble que venir travailler cet été pendant que tout le monde était en vacances et que tout le monde peut regarder tranquillement les jeux, enfin, excuse-moi, pas tout le monde,
faire travailler des personnes l'été pendant que la plupart des personnes étaient en vacances et pouvaient regarder les jeux vidéo, les Jeux Olympiques tranquilles, me dérange pas. Je suis plus dérangé sur ce qui a été fait juste avant, c'est-à-dire une velléité d'apporter une alternative à la réforme des retraites pour que la SNCF puisse en être exempte, me pose beaucoup plus de problèmes. Je rappelle qu'il y a eu un accord juste avant, je crois que c'était au printemps dernier, pour trouver une solution pour que la réforme des retraites ne s'applique pas au personnel de la SNCF. Contrairement Après, à la RATP. j'encourage les personnes qui sont sur Twitter à aller sur un compte que je suis, qui est assez intéressant, qui s'appelle, je crois, SNCF is a joke. Et vous avez tous les retards journaliers, hebdomadaires, mensuels, ainsi que tous les trains qui sont annulés, parce qu'il y a aussi un petit sujet, ça. Et vous avez tous les indicateurs que je suis, que je regarde, et c'est assez intéressant. NCF is a joke. Ah oui, bah je vois que tu suis, effectivement. Je vous mets le lien dans le chat si jamais vous êtes curieux. Mais non, mais c'est sûr que voilà, ça pose question. Après, est-ce que ça va toujours ce genre de prime va peut-être être voué à disparaître avec l'ouverture à la concurrence qui va se faire dans les années à venir aussi, hein. C'est parce que la situation de monopole va un peu disparaître d'une certaine façon sur certains axes, en tout cas les grands axes, les Lyon-Paris, les Montpellier-Paris, etc. Donc bon, ça va être à voir. Par contre, Denis, est-ce que sur la réforme des retraites, là du coup tu parlais de la SNCF et de cette velléité qu'il y avait, est-ce que il y a la même question qui s'est posée pour la RATP ou pas? C'était dans le cadre de discussions internes à la SNCF, à voir si la RATP a eu la même approche. Et pendant, Parce qu'en fait, juste en amont, je tiens à rappeler qu'à la RATP, à ce moment-là, la personne, le PDG, c'est ça, c'est le PDG? La RATP, c'est un PDG? En gros, la personne en charge de la RATP, pour rappel, c'est Jean Castex pendant cette période. Juste, je remets un peu de contexte. Je te laisse reprendre, pardon. oui. Ouais, tu fais la réforme des retraites contre le peuple et tu cueillis 3 pecnos qui ont trouvé l'arrangement. Tu sais, Pat Macmillan, je te propose un truc. On fait pas de réforme des retraites. Et je suis sûr que dans 10 ans ou 15 ans, tu viendras me voir en me disant Monsieur le député, j'ai pas accès à la retraite ou c'est trop bas. Faites quelque chose. En fait, la vie est simple, hein. C'est que si tu cotises pas, t'as pas de retraite. Et est-ce que moi, je suis content et satisfait que les gens travaillent plus longtemps? Non. J'ai pas envie de dire aux gens de venir travailler plus longtemps. Je préférerais me dire, comme certains le disent, retraite à 60 ans, 2000 euros par personne. Franchement, ça serait vachement facile et vachement positif de le dire. Mais le système est ainsi fait que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui sont à la retraite. Donc, à un moment donné, s'il y a moins de personnes qui travaillent et plus de personnes qui sont à la retraite, eh ben alors l'impact qu'il y aura si on ne demande pas à nos concitoyens de travailler plus longtemps, et c'est difficile, ben c'est qu'ils aient une plus petite retraite. Voilà. Encore une fois, je comprends que tu n'aies pas envie. Je comprends que tu n'aies pas envie. Moi-même, hein, si je peux partir à la retraite à 60 ans, j'aimerais pouvoir le faire. Mais la vie est ainsi faite qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Par contre, il faut le faire en façon de manière responsable. Et donc, non, je ne suis pas contre le peuple. Non. Justement, c'est l'inverse. Je pense que la décision que je prends est une décision responsable qui assure la pérennité du système pour que nos enfants, que mes enfants puissent avoir accès à une retraite digne pour pouvoir vivre. Oui, je sais qu'avoir ce type de propos, c'est souvent malvenu, hein. Il vaut mieux expliquer qu'on peut ne pas travailler et être riche, hein. C'est vachement sympa, hein. Va pas bosser, t'inquiète pas, tu auras du pognon. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Bonne De journée, là. Pat Macmillan. Ah, il a dit qu'il partait? Oui, il a dit qu'il partait. Ah, bon, ben bonne journée, Pat. Alors, ensuite, autre thématique. Bon, là, on a fait. Du coup, on a un peu reparlé de la retraite, qu'on en avait quand même parlé la semaine dernière. Je voulais partir. Alors, est-ce que tu préfères qu'on parte sur le sujet du budget ou d'une potentielle loi immigration? Je te laisse le choix. Dans tous les cas, on va faire les deux. Mais par quoi tu préfères commencer? Bah, je vais répondre qu'à un Pat parce que finalement, il est resté et c'est bien qu'il reste. Après, j'ai vu aussi, si tu me permets, une question qui a été déposée la dernière fois qu'on n'avait pas pu répondre en disant qu'on allait l'aborder et on l'a pas fait. C'était sur Mario Draghi. Ah oui, elle est passée un peu plus haut, je crois.
Ouais, et après, éventuellement, sur ce que tu veux. Mais par rapport à ce que tu dis, Pat, euh, sur le 49.3, moi j'étais défavorable au 49.3 hein, sur la réforme des retraites. Je l'ai dit très clairement, je l'ai toujours dit. Alors, Très simple. la question sur Mario Euh, Draghi, du coup, je l'ai retrouvée. Jamais. D'accord. Euh, donc, pour revenir, moi j'étais pour qu'on aille jusqu'au vote. Chacun prenait ses responsabilités. Et si le texte passait pas, parce que les LR n'auraient pas voté, j'aurais bien aimé que les LR expliquent à leurs électeurs pourquoi eux voulaient la retraite à 65 ans, qu'ils ont voté contre un passage de retraite à 64 ans. Alors, je pense que le vote permet à chacun d'être en face de ses responsabilités. Et le 49.3 a permis à certains de s'esquiver de leurs responsabilités en expliquant à leurs électeurs qu'ils étaient favorables à 65 ans, mais vu la pression, dire qu'ils étaient défavorables à 64 ans. Voilà. Donc, je crois qu'à chaque fois, il faut aller jusqu'au bout au vote. Et c'est de ceux qui disaient, en fait, on vote, et si ça ne passe pas, eh ben, en fait, c'est dissolution de l'Assemblée nationale, avec comme propos du président de la République que le prochain texte qui allait arriver, c'était une réforme des retraites pour assurer un équilibre. Voilà mon opinion. Et merci Claudius pour le follow. Une fois que j'ai dit ça, et que ça n'apporte pas grand-chose, j'étais plutôt personnellement favorable pour la retraite par point. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et tu vois, on peut avoir des désaccords sur la nécessité de faire ou pas une réforme des retraites. On peut avoir des points d'accord sur l'usage du 49.3. Euh... Ah ben, je suis d'accord avec toi, c'est pas LR qui a décidé, c'est le gouvernement, mais c'est le gouvernement l'a pris parce qu'ils avaient peur que les LR ne suivent pas. Eh ben, moi, je souhaitais qu'on mette les LR en face de leurs responsabilités. Mais c'est mon opinion. Du... C'était Mario Draghi, c'est ça? C'était le Ouais. rapport? Du coup, Moradim qui posait la question suivante. Avez-vous abordé le rapport de Mario Draghi sur l'industrie demandant aux pays européens d'investir en urgence 800 milliards d'euros si on ne veut pas être en retard comparativement aux autres gros comme les USA, la Chine, l'Inde ou le Brésil? C'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement complexe, pour lequel il y a la volonté qui pourrait être la mienne et le pragmatisme de comment les choses pourraient se passer. Ah, une pub pour un café, faut que j'aille me faire un café aussi. Euh, la réalité, c'est que je suis personnellement, et les propos n'engagent que Denis Masseglia, député, mais il n'engage ni mon parti politique, à savoir Renaissance, ni mon groupe politique Ensemble pour la République, ni quelle autre personne que moi. Je reste persuadé que dans un moment où les pressions internationales, de manière économique, mais pas que, sont extrêmement importantes, la... le critère qui permet de pouvoir assurer un poids important dans les négociations, c'est la taille de son marché intérieur. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, mais en gros, tu mets la pression à tel ou tel pays dans le cadre des négociations en disant si on n'est pas d'accord, alors je vous bloque l'accès à mon marché. Quand la taille de ton marché, c'est la France, et que tu expliques à Google que tu n'es pas d'accord avec eux et que s'ils font pas un pas vers toi, tu leur coupes l'accès au marché français, Google, il tremble pas. En vrai, ils se disent, bah, ouais, ok, what else? C'est quelques pourcents pour très bien vivre sans. Si demain tu dis, Google, si t'es pas d'accord avec moi, l'accès au marché européen t'est fermé, comme le dit Val Taïwan, on n'est pas en mode OSEF. C'est le plus grand marché au monde. Et donc, pour pouvoir, à mon sens, construire des rapports de force tels que ça existe à l'heure actuelle, j'y suis opposé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut pouvoir, à chaque fois, mettre sur la balance des négociations l'ouverture au marché européen. Salut Vers de Terre, à très bientôt. Je vous laisse dérouler votre langue de bois. Tu peux penser que c'est langue de bois. Donc, une fois que j'ai dit ça, il me semble qu'à un moment donné, on va devoir construire une Europe beaucoup plus intégrée. Et une Europe beaucoup plus intégrée veut dire une Europe avec une politique industrielle intégrée. Alors oui, j'assume. Je suis de ceux qui je suis de ceux qui sont défenseurs, qui défendent l'idée. Et là, je sais que je vais fâcher Drakeos d'avoir demain les États-Unis de l'Europe.
Voilà, je souhaite, moi, qu'il y ait une intégration beaucoup plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que je considère que c'est avec une Europe forte, qui est une Europe industrielle, une Europe économique, une Europe capable, à un moment donné, de taper ce point sur la table dans le cadre des négociations, qu'on arrivera à défendre nos intérêts. Et bonne journée, Telly. Mais encore une fois, je le réitère, ce sont des propos qui me sont personnels et qui ne sont pas la position de mon parti politique. Je vais nuancer brièvement. Non, tu vas pas me mettre en colère, t'inquiète pas, Denis. Y a pas de souci. On a un désaccord. Les désaccords politiques ne se font pas forcément dans la véhémence. Enfin, du moins, pas jusqu'à quelques mandats. Enfin, pas jusqu'au dernier mandat ou les deux derniers, on va dire, avec certains groupes qui sont de plus en plus importants. Mais non, non. Moi, le sujet que j'ai avec avec ces États-Unis d'Europe, c'est que là, on est déjà dans une logique avec l'Union européenne, d'un point de vue industriel, où on empêche les grosses entreprises quasiment en position de monopole et on s'interdit de créer des champions européens. On va pas se mentir, l'Union européenne n'est pas pour qu'il y ait des grands champions européens et au contraire, elle est plutôt pour qu'il y ait euh, une pluralité d'acteurs sur une même thématique plutôt que des grands champions à l'inverse d'autres pays, hein. Voilà, on voit bien que l'Union européenne, par rapport à Airbus, des fois, elle est plus là à embêter qu'autre chose. Elle soutient, mais sans soutenir, parce qu'elle veut pas qu'Airbus soit trop gros et trop important non plus. Et je parle d'Airbus comme je pourrais parler d'autres. Et pour moi, déjà, il faudrait peut-être commencer, avant d'aller jusqu'aux États-Unis d'Europe, comme tu le suggères, Denis. Mais peut-être commencer par là. Quand on voit que c'est l'Union européenne bien vue qui a fait que EDF est ce que est le réseau électrique français aujourd'hui, ça vient de l'Union européenne. Euh, voilà, moi, je suis d'accord avec ce que dit Valo. L'Union européenne, c'est davantage dans la régulation que l'innovation aujourd'hui. Du moins dans la conception qu'elle se fait de l'industrie, je trouve. Ah, mais c'est justement parce qu'elle est comme ça que je suis moins en désaccord avec l'Union européenne sur ce point-là. Euh, Aux États-Unis, on travaille sur des projets. On réfléchit à comment on peut aller sur la Lune, comment on peut avoir une fusée qui atterrit toute seule. En France, on travaille sur le RGPD. J'ai rien contre le RGPD, mais ça ne fait pas rêver les Européens. Le jour où on aura des projets européens, alors on créera une adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Europe, elle est ressentie comme, par beaucoup de nos concitoyens comme l'entité qui régule et qui casse les pieds. Et je suis poli. Je suis vraiment poli, parce qu'en fait, c'est des mots beaucoup plus durs. Oui. Il faut qu'on casse ça, faut qu'on casse ça. Et comment on casse ça? C'est en arrêtant de réguler ad vitam aeternam, ou du moins de mettre ce point-là en tant que premier, mais plutôt de travailler sur des projets. Enfin, l'une des principales réussites de l'Europe, selon moi, c'est comment il s'appelle ce dispositif là, où tu peux aller voir d'autres pays quand tu es étudiant. En Erasmus. plus, j'ai regardé Erasmus, j'ai regardé l'auberge espagnole il y a quelques jours. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'il faut, c'est créer une identité européenne au travers de projets, au travers de rencontres. Et c'est vraiment des choses qui sont très positives, et non pas en termes de régulation. Mais Une fois que j'ai dit ça, tu parles de l'incapacité de construire des gérants européens. Mais l'Europe a sa part de responsabilité. C'est vrai, puisque eux, ils veulent mettre vraiment en avant le consommateur au travers d'une concurrence effrénée pour permettre aux citoyens d'avoir le prix le plus bas lié à la mise en œuvre vraiment d'une comment dire, d'une concurrence importante, voire effrénée. J'y suis défavorable. Mais les premiers responsables, c'est aussi les pays européens. Quand l'Italie veut acheter des entreprises françaises, on dit oh, on veut pas. Quand la France veut acheter des entreprises italiennes, oh, on veut pas. Enfin, quand les entreprises françaises veulent acheter des entreprises italiennes, on veut pas. En fait, on est prêt aujourd'hui à construire une Europe beaucoup plus allante sur l'industrie, à la seule et unique condition qu'il y a de la création uniquement d'emplois sur notre territoire. Et il faudra accepter, à un moment donné, d'avoir une vision beaucoup plus globale et de faire des pôles de compétitivité. Quand je dis pôle de compétitivité, c'est dire, voilà, la France, ou du moins l'État français se spécialise dans tel et tel domaine d'activité, et l'Allemagne se spécialise dans tel et tel autre domaine d'activité. Après, là, Denis, tu me parlais juste avant de l'attrait que pouvaient avoir les gens ou la population de manière générale sur la question de l'Union européenne dans sa totalité. Mais on va pas se mentir, il y a une chose qui fait que les gens ont déjà de l'animosité vis-à-vis de l'Union européenne, et ça remonte à 2005. C'est une réalité aussi. Le sentiment qu'une partie de la population, qui était majoritaire à l'époque en plus, hein, a l'impression que son vote de 2005 a été totalement bafoué
par Sarkozy avec le retrait, avec le vote pour le non qu'il avait emporté par rapport à la Constitution européenne, qui au final s'est concrétisé dans le traité de Lisbonne après, qui n'était pas une constitution parce que du coup, voilà, la notion de constitution a été exclue, mais c'est rentré d'une autre façon, sous une autre appellation, mais le gros a été quand même adopté. Déjà, il y a ça. euh, et en plus, j'irai plus loin, dans la vie de tous les jours, les Français ont conscience que en France, on paie l'électricité moins cher qu'à l'étranger, globalement en Europe. Mais il y a aussi la question quand même de l'indexation du prix de l'électricité au niveau du marché européen sur le prix du gaz. Alors que nous, on est davantage dépendant du nucléaire et que on rachète plus cher l'électricité qu'on la vend. Et il y a un vrai sujet aussi là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, on va vendre de l'électricité aux Allemands à un prix et on va le racheter beaucoup plus cher parce qu'en plus, eux, ils produisent avec d'autres énergies qui sont pas forcément renouvelables non plus. Je dis pas que le nucléaire est renouvelable, je dis juste que il n'est pas ou peu polluant. Et il y a aussi une question là-dessus, c'est qu'on est champion dans notre domaine qui est le nucléaire français. Et sur le prix de l'électricité, ben, on le sent, mais on pourrait bien plus le sentir. Et pareil, les Français, sur certains sujets comme ça, je ne parle pas au nom des Français, mais je sais que il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'en parlent. Le prix de l'électricité, quand on leur parle de ça et qu'on fait le lien avec l'Union Européenne, c'est une des premières choses qui vient. C'est le fait qu'on se fait, enfin, que l'électricité coûte cher à cause de l'Union Européenne, c'est ça qui ressort. Et du coup, quand on ajoute ça à 2005 et à d'autres choses, ben, c'est vrai qu'on peut se dire que euh, des choses qui ont lieu font que les Français n'ont pas forcément une opinion hyper favorable de l'Union Européenne. Ouais, je suis en partie d'accord avec toi, ou du moins sur la première partie. Euh, Quand on demande à nos concitoyens leur opinion au travers d'un vote, la réponse peut ne pas nous plaire. Ah ben. Mais c'est la réponse des Français et on doit mettre en œuvre la réponse des Français. Voilà. Si demain les Français décidaient que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, président de la République, j'exprimerai mon désaccord, mais j'accepterai le fait qu'ils soient demain autant l'un que l'autre président de la République, puisque ce sont le choix des Français. C'est ça la démocratie. Par contre, sur le deuxième point, je t'encourage, si tu es motivé, à récupérer la lecture qu'avaient les Allemands sur l'augmentation des prix de l'électricité il y a 2 ans. Et vraiment de lire avec intérêt ce qu'ils mettent parce que eux, ils rejettent une responsabilité extrêmement importante sur la France. En disant, vous, la France, vous êtes dans un marché intégré de l'électricité, permettant donc de vendre votre production à l'étranger. Et du jour au lendemain, vous avez réduit de façon extrêmement drastique la production d'énergie nucléaire, d'énergie électrique à base de nucléaire, mettant en déséquilibre complètement le marché européen. Et c'est votre réduction massive de production énergétique qui a eu un impact sur les prix d'électricité. Et je trouve que c'est toujours important et intéressant d'écouter ce qui se dit ailleurs, parce que peut-être que si les prix d'électricité ont monté de façon extrêmement importante en France, la responsabilité, elle n'est pas uniquement du marché européen, contrairement à ce que certains nous disent. Et c'est facile quand on est populiste de dire c'est à cause de l'Europe, mais en regardant de façon beaucoup plus construite la raison du pourquoi, du comment. Même si, attention, je ne dis pas que le système tel qu'il existe, c'est-à-dire que c'est le dernier kilowatt-heure le plus cher produit qui fait le prix du global, qui est une bonne solution. Je pense que c'est une mauvaise solution. Mais de là à croire que uniquement la responsabilité vient du marché européen serait un raccourci extrêmement rapide. Concernant après l'Europe, je dis aussi que l'Europe, c'est pas une entité à Bruxelles ou éventuellement à Strasbourg qui est éloignée des aspirations de nos concitoyens. En fait, les textes qui sont choisis à l'échelle européenne sont des textes qui sont choisis par les politiques des différents pays et donc par la France. Et très souvent, ou du moins il y a parfois des politiques qui, pour ne pas assumer les décisions qu'ils ont prises parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à porter, disent c'est une imposition de l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. Et c'est un choix que nous avons fait collectivement et que la France a fait. En fait, en vrai, il n'y a pas de choix sans validation de la France à l'échelle européenne. Donc, et je rappelle d'ailleurs que l'Europe, à l'inverse de la France, a un fonctionnement où c'est la gauche, le centre et la droite qui travaillent de façon collective.
Donc, quelque part, les décisions européennes sont des décisions qui sont validées par la France, et donc on les met en œuvre et c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Moi, C'est- je te donnais l'argument qui pouvait être ressenti par rapport forcément à peut-être aussi les choses arguments populistes qui peuvent être utilisés, hein. En termes de ressenti, c'est vrai que c'est ce que les gens, c'est ce qui peut venir à l'idée des gens dès qu'on leur parle de l'Europe. Parce que c'est tellement matraqué, cela aussi, que voilà. Mais après, là, Je réponds est-ce vite qu'on... fait à Ouais. Sakuralina. Pour l'énergie électrique, avant, on avait un marché régulé où l'augmentation est moindre. Maintenant, avec l'Europe, le marché est non régulé. On augmente sans arrêter le prix. Alors déjà, le prix a baissé, mais Sakuralina 03, s'il y a 2 ans, on n'était pas branché, s'il y a 2 ans, on n'était pas branché au marché européen, il y aurait eu des coupures d'électricité en France. Il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est d'ailleurs pour ça que les prix ont augmenté, parce que la prix de production européenne est plus importante qu'en France. Mais s'il n'y avait pas eu ce lien entre les autres pays, ça aurait été compliqué. Et on parlait des États-Unis d'Europe, mais les États-Unis d'Amérique, ils ont un système par État. Il arrive parfois qu'il y a des États qui, par difficulté enfin, de production énergétique, se retrouvent à faire des coupures de courant parce que les États ne sont pas reliés parfois entre eux. Mais est-ce qu'on paye pas un peu aussi le prix de cette volonté de sortir du nucléaire qui avait été engagée sous Hollande, où du coup on avait arrêté de former ou certains corps de métier en entier, parce que d'une certaine façon, EDF, vu qu'on leur disait, bon, on va partir sur une réduction, une réduction, une réduction du nucléaire petit à petit, ont arrêté de recruter et donc de former des corps de métier type chaudronnier, etc., qui prennent beaucoup de temps à former, hein. Et que là, presque du jour au lendemain, on est passé de la fermeture de Fessenheim à bon, ben, on va continuer le nucléaire, on va le relancer, on va créer des EPR, etc. Je parle pas du parti cette fois, mais des vrais EPR, les mini-centrales. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question qui rentre en compte que du coup, ben, notre nucléaire a été fragilisé parce que on nous avait, comment dire, fait miroiter une dynamique négative sur le nucléaire qui était il faut réduire le nucléaire au profit d'autres énergies, et que finalement on se rend compte que bah non, il faut qu'on continue le nucléaire, il faut même qu'on continue d'investir dedans, sauf qu'entre-temps, ben, on a perdu peut-être 10 ans en termes de formation de corps de métier. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas déjà une erreur d'avoir fait ce diagnostic à l'époque? Et je te demanderais, Denis, est-ce que c'est pas, Jeskai le disait, est-ce que c'était pas de la pure idéologie? De ce que je comprends, mais je ne suis pas un spécialiste et il faudrait poser la question au plus grand des spécialistes. C'est que vraisemblablement, il y a eu un accord électoral entre Europe Écologie Les Verts à l'époque Et le et PS? François Hollande qui disait on est prêt à travailler avec vous si vous fermez un certain nombre de centrales nucléaires. Moi, je suis toujours surpris que ce type d'accord puisse se faire sans avoir une vision industrielle, économique et pragmatique des chiffres. Donc, à la question de est-ce qu'il y a eu un sujet lié à un accord politique sur la filière nucléaire en France, je le pense, mais il faudrait demander à ceux qui étaient aux responsabilités, je crois que c'était en 2012 ou en 2013. Sur la production nucléaire française, pourquoi on a eu des difficultés et pourquoi à un moment donné on était dans l'incapacité de pouvoir répondre à l'intégralité du... Du moins, je crois qu'à l'époque, il y avait à peu près une centrale sur deux qui était en arrêt de production. Exactement. Ou une Je sur sais trois, plus, une mais je sur deux, crois quelque qu'il y chose en comme ça, avait. ouais. Ouais, en gros, c'était une centrale sur deux. Ouais, En je crois fait, que c'était une centrale sur trois, mais en termes de production d'électricité, c'est une sur deux parce que c'était les centrales qui produisaient beaucoup. Je crois que c'est plutôt ça. sur les éléments que moi j'avais compris à l'époque, c'est que il y a un système enfin, il y a plein de systèmes. C'est extrêmement technique les centrales nucléaires, mais il y a un système de tuyauterie sur lequel ils avaient détecté un certain nombre de fissures qui nécessitaient donc l'arrêt des centrales nucléaires et des travaux de maintenance. Et si j'avais bien compris, c'est que ces tuyauteries étaient des technologies extrêmement spécifiques, extrêmement technologiques, et qu'il n'y avait qu'une seule entreprise qui savait le faire et qui était basée en Italie, et que rien que pour répondre aux besoins français, ça lui faisait pratiquement, je crois, 1 an ou 1 an et demi de production. Et donc on s'est retrouvé à un moment donné avec des centrales nucléaires qui ne pouvaient pas produire faute
parce qu'elle ne pouvait pas approvisionner suffisamment rapidement les tuyauteries nécessaires suite à des fissures par rapport à la sécurisation comment ça s'appelle, des réacteurs. Et donc là, on voit bien à quel point il est important à un moment donné d'assurer une souveraineté industrielle européenne permettant, si demain ce type de problème arrivait, d'avoir pas un seul et unique fournisseur, mais d'avoir suffisamment de fournisseurs pour répondre à l'urgence nécessaire. J'en profite, Ouais. merci Godfather pour le follow. Je vous ai fait un shout-out tout à l'heure, n'hésitez pas à aller follow Denis, vous l'avez dans le titre aussi d'ailleurs. Denis, alors pour rappel, Denis, tu streams les mardis soirs, jeudi matin, c'est ça? Mardi soir, mercredi matin et après de temps à autre. D'accord, voilà. Et souvent le week-end, mais je fais ce que je peux. Surtout qu'en ce moment, il me semble que tu es quand même pas mal pris par un certain projet de loi de finances. Exactement. Et en fait, jusqu'à samedi. D'ailleurs, parfait, au moins je vais rebondir là-dessus. Alors, sur le projet de loi de finances et sur la notion de budget, alors j'ai amené qui ont évoqué le sujet plusieurs fois dans mon chat ou dans d'autres lives, j'ai vu passer l'idée, j'ai vu passer la question surtout. Bon, j'éviterai de dire ce que j'en pense de la question, mais ta position sur le SNU et l'uniforme, est-ce que leur suppression ne serait pas facteur d'économie? Parce qu'on parle du SNU qui coûte 4 milliards par an, est-ce que ça serait pas une solution de l'interrompre? Faire des économies. Je ne sais pas répondre avec précision à ta question. Je pense qu'il faudrait déjà faire un bilan du SNU, de ce qu'il apporte, et une fois le bilan réalisé, prendre une décision. Souvent en politique, on fait un truc, puis on change d'avis après un an, puis on remodifie. Faisons un truc pendant 2-3 ans, regardons un peu comment ça fonctionne, et après prenons la décision nécessaire potentiellement de supprimer ou de garder. Ouais, en fait, moi, généralement, ce que je réponds à ça, c'est que le SNU, déjà, il est généralisé ou pas encore, ou il est en cours de généralisation. C'est-à-dire Il est que, en cours de ouais, généralisation. pour moi, pour pouvoir évaluer les résultats d'une politique comme le SNU, ça se fait presque sur le temps d'une génération ou d'une demi-génération. Et c'est ce que je disais, je trouve que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire ça sert à rien, ça sert ou quoi. Et certains diront que c'est pas une priorité, qu'il faut le dégager, mais c'est pas pour autant que ça prouve que ça a marché ou que ça a pas marché. C'est un peu tôt encore. Faut savoir, la politique, des fois, sur certaines politiques publiques, c'est une question sur le temps long. Et là, c'est peut-être un peu rapide et précipité, et certains diront même démagogique de dire faut supprimer pour faire des économies parce que ça sert à rien, alors que non, justement, on n'a pas encore forcément les résultats de l'étude d'études sur le sujet. C'est un peu tôt. Et puis, toi, tu dis c'est pas une priorité. Mais la réalité, c'est que si j'ai changé avec mes collègues du Parti Socialiste ou mes collègues du LR, je suis pas sûr qu'on ait la même notion de priorité. Non, c'est sûr. Je dis pas Et, que c'est pas une et- priorité, je dis ce que certains disent. Moi, au contraire, je trouve que c'est ouais, important. Et, voilà. La notion de priorité est relative à la vision qu'on a de la société. oui. Du coup, ça, pour continuer sur le budget. Alors, hier, les 2 premières heures d'examen du budget 2025 en commission ont renforcé l'impôt sur les très hauts revenus. Un autre amendement du NFP Modem a permis de supprimer son caractère exceptionnel vu par le gouvernement. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on aura un 49.3. Ah oui, tu vois, ça va dans la logique parce que le RN pareil, a annoncé ne pas voter le budget. Et j'allais te poser la question, est-ce que le 49.3 est envisageable? Du coup, tu penses qu'on va partir Ah, sur un 49.3? alors, attention, il est possible que le budget soit voté. Tu penses qu'il peut être Il est voté? possible. Ah ben, je crois que, et c'est ce que j'ai dit au gouvernement, le gouvernement est pas prêt, enfin, n'est pas prêt dans la notion d'être prêt enfin, comment dire? Le budget tel qu'il arrive à l'Assemblée nationale risque de ressortir très, 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 très différent de comment il est arrivé. Et je suis pas sûr que le gouvernement soit prêt d'accepter ce qui sort de l'Assemblée nationale.
Et je serais pas surpris qu'à un moment donné, avec toutes les modifications qui seront apportées par la gauche et par l'extrême droite, parce que souvent ils se mettent d'accord, hein, je l'ai vu déjà hier, je l'ai vu hier, il y a beaucoup d'amendements où ils sont d'accord. Donc voilà, je crois qu'on va avoir un budget qui pourrait être voté par la gauche et par l'extrême droite, Et mais pas par le justement centre. qui sera en désaccord. Et pas par le centre. Il y a un risque parce qu'on ne vote pas le budget, hein. Et donc il y a un 49-3. Là, tu es en train d'évoquer la possibilité qu'il y ait un budget qui passe, mais un contre-budget fait par le NFP et le RN contre le centre et les LR. Oui, c'est ce que Et que j'étais en du coup, train de te dire. et qu'il y a un 49.3 qui pouvait être fait pour imposer l'autre budget initial ou un peu changé contre l'autre qui serait voté par les opposants. Ah oui, d'accord. C'est une probabilité non négligeable. Et tu penses vraiment qu'ils seraient capables de se mettre d'accord pour voter ce budget? Ne serait-ce que pour mettre en difficulté le gouvernement. Après, tu sais, est-ce que ces entités politiques se disent que leur positionnement est le mieux pour notre nation? Ils sont là pour faire un coup politique. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de censure derrière? Si le RN vote un budget et que Mais derrière, non, on lui met un 49.3, est-ce qu'il serait le pas RN fera capable? jamais une motion de censure, mais jamais de la vie. Je pense pas non Le, le, plus, parce que c'est pas le le moment RN, pour ils eux. attendent. Ah, le RN, c'est pas le moment pour eux. Ils se préparent pour les prochaines élections législatives. Et ils veulent pas apparaître comme le parti qui crée du désordre. Donc, le RN, ils vont se faire tout petit, à minima, jusqu'au mois d'avril, mai, juin 2025. D'accord. Oui, bah oui, pour une dissolution après la censure, dans l'idée. Mais TKT Safe, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, mais je t'encourage à regarder, excuse-moi l'expression, mais j'utilise ce terme-là de façon réfléchie, la gueule du budget qui n'a pas été voté l'année dernière, sorti de la commission des finances. À un moment donné, il n'y avait plus de crédit. Parce qu'en fait, on peut faire que des transferts de crédit, on peut pas faire de la création de crédit. Et il y avait des amendements à 10, 15, 20 milliards d'euros qui étaient passés crème. C'était un budget, il ressemblait plus à rien. Ben, il est très fortement probable que ce soit le cas. Ce qui d'ailleurs pour l'instant pas le cas, hein. Pour l'instant, les débats sont plutôt qualitatifs et les décisions qui sont prises sont plutôt, je dirais pas équilibrées, mais peuvent être mises en œuvre. Mais je pense qu'on va arriver avec des trucs qui vont être extrêmement étranges. Et du coup, là, je vais ressauter sur ce que certains disent. Bon, 49.3, est-ce que tu considères que c'est démocratique? Mais surtout, rappelez, bon, Anatole, du coup, c'est pas 17, mais c'est 20, 49.3 sous Elisabeth Borne. Juste, moi, je rappellerai en parallèle que la personne qui a le plus utilisé le 49.3 dans l'histoire, c'est Michel Rocard de 88 à 91. Il en a fait 28. 28 en 3-4 ans. Bon, Borne, c'est 20 en moins de 2 ans, donc c'est quand même pas mal non plus. Mais bon, en termes de données de chiffres, c'est toujours intéressant à rappeler. Euh, ouais, Denis, du coup, bon, tout à l'heure, je pense qu'on a un peu la réponse, parce que tout à l'heure, tu disais le 49.3, dans le fond, c'est un outil qui doit et qui peut être utilisé, même si tu disais que pour la loi des retraites, tu aurais préféré qu'il y ait un vote pour les mettre face à leurs contradictions, c'est ça? Je rappelle que Elisabeth Borne, finalement, elle a fait un certain nombre de 49.3, mais globalement, elle en a fait que, entre guillemets, deux. Tous les Oui, c'est 49.3 qu'elle a fait, ce sont des 49.3 budgétaires. Vous savez, il y a première partie, deuxième partie, etc., etc., etc. Donc c'est du budgétaire. Donc ok. elle a fait un certain nombre de 43 autour du budget, mais que je globaliserai comme un 49.3 au global et un 49.3 sur la réforme des retraites. Ouais, pour te Voilà, donc compléter, pour compléter ce que tu dis, Denis, les 49.3 sur le budget sont autorisés de manière illimitée. Par contre, sur les grands projets type retraite, c'est un par an, si je me trompe pas. Et c'est pour ça qu'il y en a eu autant sur les budgets. C'est parce que c'est de manière illimitée sur les budgets, parce que ça relève davantage, comment dire, de l'obligation c'est d'avoir c'est- un budget. c'est un par an ou un par session? Je sais pas, je crois que c'est un par an, il me semble. Parce qu'il y a eu le 49.3 sur les retraites, il y a eu le 49.3 sur le budget, il y a eu les 49.3 sur le budget. Mais il me semble qu'en 2022, il y a eu un 49.3 sur un texte à proprement parler. Je n'aurais plus le souvenir sur lequel c'est. Mais pour moi, c'est un par an. En plus du hors budget. J'essaye de regarder sur les Est-ce différents. que quelqu'un dans le chat saurait se rappeler sur quoi était le 49.3 de 2022?
J'imagine qu'il y en a eu un hors budget en 2022, mais je me rappelle plus forcément sur ce. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu? Non, non, il n'y a eu Un qu'un par seul hors budget. on me dit un par session hors budget. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais je suis pas sûr. Non, non, il n'y en a eu qu'un. Il n'y a eu que les retraites. Hein. Donc sur les 20, il y en a eu 19 sur les budgets. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a que deux vraiment 49.3. Il y a les budgets d'un côté et la réforme des retraites de l'autre. Maintenant, ce que je peux te dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de textes sur lesquels, à l'époque, on avait réussi à trouver une majorité, soit avec la droite parfois, soit avec la gauche parfois. Et le texte que moi j'avais réussi à faire voter, la proposition que j'avais réussi à faire voter, j'avais trouvé une majorité avec les LR d'un côté et les communistes de l'autre. Voilà, assez incroyable. J'avais réussi à trouver un équipe comme ça. Faut arrêter, ça reste un 49.3 par partie du budget. Non, mais en fait, là-dessus, il faut être aussi extrêmement clair. Le budget, c'est un acte politique très fort et il est ainsi construit politiquement que celui qui vote un budget fait partie de la majorité, celui qui s'oppose au budget fait partie de l'opposition. Si une personne de la majorité s'oppose au budget, par défaut, il quitte la majorité pour rejoindre l'opposition. Donc, du moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y aura par défaut un 49.3. C'est naturel, c'est comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais la réalité, c'est que c'est toujours passé comme ça. Et si, imaginons le budget, il y a un vote, le NFP est contre, la majorité et LR arrivent malgré tout à se mettre d'accord, même sur les hausses d'impôts, etc., et que le RN s'abstient. Est-ce que tu penses que Barnier serait capable de prendre ce risque de l'abstention du RN pour qu'une loi passe? Là, c'est extrêmement risqué quand même. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Le RN a dit qu'il ne voterait pas le budget. Oui. Mais dire je ne vote pas le budget, ça ne veut pas dire qu'il vote contre. Exactement. C'est comme souvent, ils jouent sur les mots, et puis ils disaient aussi qu'ils n'avaient pas voté la loi immigration, puis finalement ils ont voté pour. Enfin, je rappelle les propos du RN le matin. Oh, on votera pas la loi immigration, c'est vraiment rien du tout dans ce texte, c'est vraiment du pipi de chat. Puis le soir, ils ont voté pour, donc voilà, on n'est jamais sûr non plus de leur positionnement. Et du coup, tout à l'heure, on juste, ne sait pas où on va et on verra. Je réfléchissais en année, mais en fait, c'est en session parlementaire, donc ça peut quand même faire, dans l'idée, une fois par an, dans l'idée où une session, c'est d'octobre à juin, et il y a une autre session qui ouvre d'octobre à juin derrière, et ainsi de suite. Donc, l'idée, tu peux quand même faire, je peux dire que c'est un par an. C'est pas par législature, c'est par session, ouais. Autant je suis encore une fois pas bloqué sur le 49.3 sur le budget, je l'ai expliqué en fait. Hein, c'est en fait, si t'es pas majoritaire en termes de nombre, par défaut, tu es obligé de faire un 49.3 pour faire passer un budget. Donc là-dessus, je suis pas bloqué. Autant tous les 49.3 hors budget me posent un problème. Parce qu'en fait, les députés sont représentants des citoyens. Et si une majorité ne veut pas telle ou telle évolution, alors on ne doit pas le mettre en œuvre. On en revient sur la discussion de 2005. Hein. Voilà, quand on aime la démocratie, on doit accepter la décision, même si celle-ci, elle n'est pas en accord avec nous. Et je reviens sur le sujet tout à l'heure quand tu parlais de l'Europe. Pour toi, il faut une Europe de la défense? Ou ça doit relever des États? C'est très coq à l'âne au niveau de la question. Mais là, j'y pense parce que je vois la question tout à l'heure. Je vais te faire une réponse un peu molle et je m'en excuse. Ce sont des sujets sur lesquels je me positionne pas en tant que député parce que je suis en disponibilité d'un groupe qui s'appelle Thales. Et que donc toutes les positions que je prends pourraient être considérées comme des positions avec conflit pour d'intérêt. promouvoir l'entreprise dans laquelle je suis en disponibilité. D'accord. Néanmoins, une fois que je dis ça, je pense qu'il y a un petit sujet sur lequel on doit réfléchir. L'Europe de la défense, le pays qui peut être à l'initiative de l'Europe de la défense, il n'y en a qu'un seul. C'est la France. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'Europe de la défense, elle passera déjà par un point, une question qu'il faut qu'on se pose. Nucléaire? Vraiment qu'on se pose. C'est est-ce qu'on est prêt, nous, au travers de notre nucléaire, d'assurer la protection, la protection nucléaire sur l'ensemble des autres pays de l'Union européenne? Et jusqu'où on est prêt à partager cette technologie-là? Ou est-ce qu'on est obligé de ne pas la partager? Et j'apporte justement pas de réponse parce que c'est, de par mes fonctions, aborder ce sujet-là et apporter des réponses, c'est déjà potentiellement dire voilà, c'est un conflit d'intérêts. Mais à mon avis, c'est peut-être la question primordiale. C'est
Encore une réponse politicienne. Mais si je te dis mon opinion, tu vas me dire c'est du conflit d'intérêt. À un moment donné, on peut pas dire tout et son contraire. Voilà, excuse-moi, True Story 007. Voilà, mais c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et est-ce que l'Europe de la défense, elle se voit qu'au travers du spectre de l'Union européenne ou pas? Parce qu'une Europe de la défense, est-ce qu'on peut pas intégrer le Royaume-Uni dedans potentiellement? Par-delà les frontières européennes, de l'Union européenne, je veux dire. Peut-être. Et eux ont aussi la protection nucléaire. Oui, C'est c'est une pour ça. possibilité. Et on a par le passé plutôt bien travaillé avec le Royaume-Uni au niveau de la défense. Parce que c'est vrai, là, j'ai Pau Padrol qui en parle, je vois qu'il parle de l'OTAN. Ça me fait réagir au fait que l'OTAN, en fonction de qui gagne les élections américaines, cette question de l'indépendance militaire de l'Europe, notamment des États-Unis, risque de se poser. Parce que le financement de l'OTAN, par exemple, si Trump vient être élu, et d'après ce qu'il avance, ça va être une vraie question. Non, c'est l'OTAN à la hauteur de ce que les pays européens en ont besoin. Joker par rapport à mes potentiels conflits Oui, d'intérêts, pardon. mais on peut s'interroger sur le fait que certains pays de l'Union européenne achètent principalement du matériel américain. Mais s'ils achètent du matériel américain, c'est parce qu'aussi, ils ont, à mon sens, l'idée, et quand on parle d'un pays comme la Pologne, il faut revenir sur la Pologne, hein. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale? La Pologne, elle a quand même été un peu abandonnée par un certain nombre de pays européens. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet, si on veut avancer, qu'il faudra savoir traiter. Alors là, je vois passer une question. La question n'est peut-être pas déjà. Si quelqu'un attaque un pays de l'UE, doit-on répondre pour défendre les membres de l'UE? Alors, il me semble que de tous les pays de l'Union européenne, il me semble qu'ils sont tous dans l'OTAN, quasiment. Mm. Donc la question ne se pose pas parce que ça se fera au travers de l'OTAN. Voilà, Et vu qu'il y a je rappelle que cette clause de l'OTAN a été utilisée il n'y a pas longtemps. Quand la France est allée en Afghanistan, c'est par rapport à une clause de l'OTAN suite au 11 septembre. C'est vrai. Ouais, alors, hormis la République tchèque et l'Irlande, du coup, tous les autres pays attaqués faisant partie de l'Union européenne, on serait obligé de répondre du fait de l'appartenance à l'OTAN. Mais par contre, la République tchèque et l'Irlande ne font pas partie de l'OTAN, je vois. Bon, après, je pense pas qu'on les laisse se débrouiller tout seuls s'ils sont attaqués, mais bon, vu leur positionnement, ça m'étonne qu'ils soient les prochains à attaquer demain. Voilà. Alors, Denis, tu te rappelles, la semaine dernière, on avait pas mal parlé de la décentralisation, des questions de suppression d'échelons, etc. Hier est sorti un article dans Le Monde avec des députés macronistes, au nombre de 4, que je vais te citer si l'article veut bien charger. Sylvain Maillard, David Amiel, Olivia Grégoire et Jean Lossuc, qui affirment vouloir corriger une anomalie démocratique et qui demandent donc l'appui du gouvernement pour réformer le mode de scrutin de Paris, Lyon et Marseille. Qu'est-ce que tu en penses de cette réforme de ces modes de scrutin de Paris, Lyon et Marseille? C'est un vrai sujet et je suis d'accord avec mes 4 collègues députés qui poussent le sujet. Est-ce que Il faut ça. est-ce qu'ils ont été 4 à pousser parce qu'ils voulaient partir à 4 pour que ça sorte comme ça, ou est-ce qu'ils ont proposé à d'autres députés de les rejoindre sur ce texte et cette proposition de loi? C'est vraiment une Je, initiative. Alors, c'est possible que je sois passé à côté, mais il ne me semble pas avoir vu de mail pour demander de la co-signature. Donc, je pense que c'est plutôt une manière de se positionner politiquement. Il faut rappeler quand même que sur certaines élections, et c'est le cas de l'élection municipale de Paris, en fonction de là où on habite à Paris, son vote n'a pas le même poids. C'est-à-dire qu'il y a des Parisiens qui ont un impact plus important dans leur vote que d'autres. Puisque ce ne sont pas des votes directs, hein, vous ne votez pas pour Anne Hidalgo ou Sylvain Maillard ou pour tout autre candidat ou Rachida Dati, tout autre candidat potentiel, mais vous votez pour un arrondissement. C'est ça, si je ne me trompe Oui, pas, hein. c'est Je ça. ne suis pas un Parisien. C'est dans la loi PLM. Euh, Tu votes pour le maire, la liste dont le maire d'arrondissement. Et parmi cette liste, il y a des conseillers municipaux qui sont des conseillers de la ville d'une certaine. Et on élit sa mairie, qui elle élit derrière, au travers de certains de ses membres, la mairie de Paris, de Lyon ou de Marseille. Voilà, et donc grâce à ça, ça permet potentiellement d'avoir, un peu comme ça, tiens, vote à l'américaine, donc exactement. En fait, aux États-Unis, tu peux avoir un président de la République
qui, en termes de voix totale, a perdu, mais qui, au travers des États, peut gagner. Ben, c'est exactement Trump? la même chose à Paris. Tu peux éventuellement avoir une maire de Paris ou un maire de Paris qui a eu moins de voix qu'un autre maire de Paris, qu'une autre personne, mais qui, au travers du fonctionnement des élections par arrondissement, se retrouve choisi. Ben, Trump a gagné comme ça contre Clinton à l'époque. Moins de voix, mais plus de grands électeurs. Après, tu peux considérer que le système américain est parfait et il m'appartient pas, moi, en tant que député français, de dire si le système américain est parfait ou pas, parce que j'aimerais pas que les Américains viennent nous expliquer ce que nous, on doit faire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, à Paris, tu peux avoir un maire ou une maire qui a moins de voix que son concurrent, mais qui peut arriver à devenir maire. Donc, c'est un sujet. Ouais. Mais moi, je pense que chaque voix doit compter pareil. C'est ma vision personnelle. Mais vous avez le droit de pas être d'accord. En fait, ce qui avait beaucoup interrogé sur ce sujet, alors je fais une petite vérification avant de le dire comme ça. Alors, depuis quand Rachida Dati est ministre? Juste, je regarde rapidement. Depuis janvier 2024. Alors, ce qui interrogeait beaucoup, c'est qu'à l'époque, ce projet de modification de la loi PLM a été évoqué par le président en janvier 2024, qui, juste après, quelques jours après, il me semble, que Rachida Dati ait été nommée ministre de la Culture. Et c'est vrai que beaucoup de personnes avaient fait le lien à l'époque en disant bon, bah, c'est une promesse qui avait été faite à Dati pour qu'elle rentre au ministère de modifier cette loi parce que elle voulait que ça change pour les pour les municipales de Paris à venir. Et c'est vrai que bah, c'est un argument où on peut dire que le calendrier fait que beaucoup peuvent se poser la question de cet argument. Après, dans le fond, ça ne la question de la loi PLM se pose dans tous les cas. De savoir au niveau si c'est juste ou non d'avoir le système qui existe aujourd'hui. Mais c'est vrai, je fais ce petit rapport pour le rappeler. Ça avait été quelque chose qui avait été beaucoup évoqué en janvier 2024 quand il y avait ça qui avait été évoqué par le président et qu'en plus Dati était rentré au gouvernement. Voilà. Euh, Alors, ensuite, tu dois nous laisser vers quelle heure, Denis? Est-ce que tu sais? Oui, je sais que je vais bientôt devoir vous laisser parce que ma première audition commence à 10h. Bah Et alors, que, comme tu le vois, il faut que je mette ma cravate, il faut que je prenne un petit café vite fait, etc., etc. alors, je vais te poser une dernière thématique dans ce cas. Beaucoup de monde en parle en ce moment, le projet de loi immigration. Je sais que Gabriel Attal est dans l'idée opposée parce qu'il faut d'abord appliquer les décrets de la précédente loi immigration qui ne sont pas toutes encore appliqués. Du coup, je vais plutôt te poser la question de, dans l'idée, est-ce que tu es opposé à toute modification de l'AME en une potentielle AMU? Et ensuite, te parler également. Hier, on a eu un off qui est sorti dans l'opinion où Bruno Retailleau, sur le modèle de l'Italie, souhaite négocier des accords avec des pays comme l'Irak, le Kazakhstan ou l'Égypte pour y renvoyer les étrangers impossibles à expulser dans leur pays d'origine. Qu'en penses-tu donc de ça et de la potentielle modification de l'AME? Voilà, je te parle plus du sujet en lui-même que de la loi immigration dans son ensemble, parce que j'imagine que tu as plutôt la même position que Gabriel Attal sur l'application déjà des décrets pas encore appliqués. Donc je te pose plus la question sur ces deux thématiques, et après on va te libérer, je pense. Alors, j'ai déjà sur Twitter indiqué que j'étais pas forcément favorable à la nouvelle loi immigration. Je dis pas forcément favorable parce qu'après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais connaissant un tout petit peu les propos de Bruno Retailleau et ce qu'il a pu mettre en avant, mettons déjà en œuvre, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la loi telle qu'on l'a votée dernièrement. Regardons un peu le résultat et voyons après ce qu'il en advient. Tu abordes le sujet de renvoyer éventuellement des personnes migrantes sur d'autres territoires, comme peut le faire, je crois, la Grande-Bretagne. Ils ont voté pour envoyer certains migrants au Rwanda. Oui, et l'Italie en Albanie, il me semble, si je me trompe pas. J'ai pas suffisamment travaillé ce sujet-là pour t'apporter une réponse précise et nette, mais en vrai, j'aime pas trop ce genre de fonctionnement. Je préfère qu'on essaye vraiment de trouver les solutions avec avec les pays dans lesquels sont originaires les migrants. Mais utiliser la capacité qu'a la France d'avoir des moyens financiers
à transférer à des pays entre guillemets plus pauvres que la France en disant on vous envoie des migrants et puis on vous paye pour les traiter, ça m'interroge sur l'humanité liée à cette méthode. Voilà, clairement, c'est en gros profiter de pays qui ont de faibles moyens pour leur dire on va vous aider financièrement, mais en contrepartie, on vous demande de gérer ces sujets-là. C'est de la délocalisation de difficultés, de misère. Euh, je- j'ai une petite gêne, vraiment une petite gêne, après à voir comment c'est construit et proposé. Mais à l'heure actuelle, ça me bloque. L'UE fait presque ça avec la Turquie. Tu as raison, Paul Patrol, de faire presque ça. C'est l'UE a un accord avec la Turquie pour s'assurer de mettre en œuvre des dispositifs pour éviter que les migrants traversent la frontière. Ce n'est pas non plus le fait de dire tiens, on va renvoyer des migrants en Turquie contre rémunération. Mais on peut éventuellement faire des parallèles. Mais à mon sens, on ne peut pas contrer que c'est la même chose. Alors, moi pour être honnête avec toi, quand j'ai lu cet article hier, ça m'a pas surpris de la part de Rotato de s'inspirer. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que dans les pays évoqués, il y avait l'Irak. L'Irak, comment dire, quand on sait ce qu'a fait le dirigeant de l'Irak à une certaine époque à son peuple, non, c'est la Syrie, pardon, mais quand on sait la situation de l'Irak en ce moment, je pense pas que renvoyer les gens en Irak, ça soit la meilleure des solutions. C'est peut-être même l'un des pires pays auxquels on peut renvoyer des gens, l'Irak, aujourd'hui. Partage ton avis. Est-ce Humainement que parlant. si on met en œuvre ce type de dispositif, est-ce que humainement on est respectueux des valeurs de la France? Là, encore une fois, j'attends de voir le texte s'il arrive, mais j'ai vraiment un a priori très négatif. Et du coup, je sais plus si tu m'avais répondu sur le sujet la dernière fois. Une évolution de l'AME sous une forme d'AMU, tout dépend du contenu, j'imagine. En fait, les gens disent nous, on est contre l'AME, on va supprimer l'AME, on va créer l'AMU. Enfin, là, excuse-moi, c'est vraiment du marketing politique. Parce qu'en fait, tout le monde sait qu'il faut garder un dispositif pour éviter que des personnes qui sont de manière illégale sur les territoires se retrouvent malades et qui potentiellement demain pourraient transmettre la maladie. Et tout le monde sait qu'on va pas non plus laisser en France, du moins je l'espère, qu'on va laisser mourir des gens sous un pont. Donc la réalité, c'est que ce dispositif qui s'appelle aujourd'hui l'AME devra durer dans le temps. Il n'y a pas d'alternative. Alors certains disent on le supprime, c'est du marketing, mais ils vont faire sensiblement la même chose à côté. Finalement, la seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est ce qu'on appelle les paniers de soins, c'est-à-dire les dispositifs qui sont financés par l'AME. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qui sont discutables? Moi, je suis toujours prêt à aborder tous les dispositifs de l'AME un à un en disant ça, c'est normal qu'on le garde, ça, c'est normal qu'on le garde, ça, éventuellement, on pourrait peut-être l'enlever. Mais là, on est en train de discuter, et je pense que c'est une discussion importante qu'il faut avoir, de quelques millions d'euros. C'est pas avec ça qu'on va équilibrer le régime, notre budget. Maintenant, il faut l'avoir parce que sinon, on laisse la porte ouverte aux populistes de tout poil qui nous expliquent à quel point ça coûte pour l'État. Mais on parle de quelques millions d'euros potentiellement. Je crois que l'AME, c'est quoi? C'est 1 milliard maximum? 1 milliard C'est et à peu demi? près 1 milliard, exactement, 1 milliard. Mais si demain on ne soignait pas certaines personnes qui ont des maladies qui peuvent être transmises à Oui, la d'autres propagation fait des personnes, épidémies, oui. voilà. Et en fait, ça serait un coût plus important. En fait, on va économiser quelques millions d'un côté et avoir quelques millions, voire quelques milliards de l'autre côté de dépenses. Donc, le dispositif tel qu'il existe, peut-être encore une fois, amélioré, revu sur certains petits points, mais on est sur, excusez-moi l'expression, l'épaisseur du trait. Alors, quelques millions, c'est toujours important, surtout que à notre niveau humain, enfin personnel, s'il y avait quelques millions sur mon compte, je serais content, mais ce n'est pas le cas, et en fait, je n'en ai pas besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que quelques millions, c'est important à l'échelle personnelle, mais à l'échelle globale du budget de la France, ça reste relativement faible. Mais je pense qu'il faut le faire sur la réponse, éventuellement, qui peut être celle des populistes de tout point, en disant on a travaillé au maximum pour que l'AME, AMU ou le nom que vous voulez, je m'en moque, soit le plus efficace possible et qu'il n'y ait pas d'abus potentiel. Ok. Et du coup, là, parce qu'on sait que c'est le grand sujet de cette loi immigration potentielle, c'est la prolongation de la durée de rétention, qui est aujourd'hui de 90 jours en France, qui dans l'Union Européenne est autorisée, si je ne me trompe pas, à 500 jours. Et là, l'idée, ça serait qu'en France, pour un peu se mettre au niveau des pays voisins, on passe de 90 à 180 ou 210 jours.
C'était déjà, que... c'était déjà à 45 jours, il y a quelques jours, enfin quelques mois de ça, avec la réforme, la loi immigration, l'a passée à 90 jours. Attendons et faisons un bilan. Parce que 45, 90, 110, 120, 150, 200, 500, c'est la foire quand même à La rajouter toujours surenchère. plus. Ouais, prenons le temps. On est passé à 90 jours. On regarde si les 90 jours tels qu'ils sont définis répondent aux attentes. Euh, Oui, mais moi, je suis allé dans un centre de rétention administratif, un CRA. Franchement, je vous garantis que les conditions sont extrêmement dures. Et les premiers responsables, d'ailleurs, ce sont les personnes qui sont dedans, qui, pour beaucoup, abîment de façon assez importante, rapidement, la structure qui les reçoit parce qu'ils veulent éventuellement pouvoir partir. Et donc, ils cassent tout. Je l'ai vu je sais plus où, sur la région parisienne. Franchement, les conditions d'accueil des personnes qui sont présentes sont quand même assez discutables. Mais encore une fois, c'est souvent eux qui détériorent l'équipement qui est fourni, qui est mis à leur disposition. Mais est-ce que passer de 90 à 120, 150 ou 300 est la réponse? Est-ce que la réponse n'est pas plutôt par rapport au laissez-passer consulaire pour pouvoir renvoyer chez eux les migrants en question? Et peut-être, parce que moi j'entends aussi dire que en fait, ce laisser-passer, on l'a en général dans un délai relativement court. Et que si on l'a pas en 45 jours, on l'aura pas en 90 jours, on l'aura pas non plus en 200 jours. Donc il faut avoir une vision globale. Il ne faut pas être sur de la posture. Il faut déjà voir ce qui a été mis en œuvre, est-ce que c'est efficace ou pas efficace. Et après, dans un second temps, voir si il faut apporter des modifications. On met déjà des gens qui n'ont rien fait pendant 3 mois dans une genre de prison, c'est étonnant qu'ils sont quoi. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Tilgat. Vraiment pas d'accord. Quand j'y suis allé, j'ai vu un jeune garçon qui était en centre de rétention administratif et je lui ai posé la question. Je lui ai dit bonjour monsieur, expliquez-moi pourquoi vous êtes là. Il m'a fait une réponse en me disant voilà, je suis d'origine algérienne. Chez moi, je faisais du judo et je suis arrivé en France. J'ai dit ok, mais vous répondez pas à ma question. Comment s'est passé le fait que vous n'ayez pas de papier et vous soyez en centre de rétention administratif? Et il me dit ben, en fait, j'étais dans une ville du nord-est de la France et c'est pas pour moi, hein, c'est pour un copain. Je suis allé voir quelqu'un qui vendait de la drogue et je lui ai acheté de la drogue et à ce moment-là, mais c'était pas pour moi, c'était pour un copain. À ce moment-là, je me suis fait arrêter par la police. En vrai, je crois qu'il était plutôt revendeur de drogue pour pouvoir payer ses factures. Et on peut éventuellement expliquer et donner des éléments. Mais cette personne-là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et je ne suis pas de ceux qui diront que cette personne-là doit rester en France. Je suis favorable à ce qu'il puisse être renvoyé dans son pays d'origine. Et il n'y a pas que dans les CRA, dans les centres de rétention administrative, des personnes qui étaient en train de s'occuper de leurs enfants et de s'occuper de leur jardin pour faire pousser des plantes, voilà, ou du moins des légumes plutôt. Il y a un sujet. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui en centre de rétention administratif ont des raisons beaucoup plus larges que leur présence sur le territoire, souvent liées à des faits de délinquance. Pas tous, mais un certain nombre. Bah écoute, Denis... Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi, Poupouton, hein. Moi, je considère que la France doit accueillir plus de migrants, mais que les personnes qui ne respectent pas les lois de la République doivent retourner chez eux. Encore une fois, c'est brut, c'est dur, c'est la vision que j'ai. En tout cas, merci de tes réponses, Denis. Je pense que je vais peut-être pas trop te retenir si je dois te préparer. C'est 54, Ouais, si t'as ta commission à 10h. Je file là. C'est une audition en plus avec moi, donc faut vraiment c'est une que je parte audition, comme oui. un voleur. Ouais, bah alors Ouais. bon courage à toi, bonne audition. Merci à vous, bonne soirée, et à très bientôt. Ouais, mais peut-être à très bientôt aussi à nouveau, parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas pu voir au final. Comme toujours. Et puis Comme il y aura toujours. des nouveaux sujets qui vont arriver. Exactement. Allez, bonne journée, bonne audition et bon courage, Denis. Pareillement.